Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Quand on rénove ou que l'on construit, il y a deux produits bois dont on a souvent besoin, plus souvent qu'on ne pourrait le penser, c'est le lambris et le bardage bois. Le premier est très pratique pour habiller un mur, lui apporter du relief, du charme, voire un petit côté campagne. Vous pouvez par exemple créer un soubassement en lambris dans une entrée, un mur de tête de lit en lambris dans une chambre, ou encore un coffrage en lambris sur une baignoire, ça j'adore particulièrement en ce moment. Le bardage bois, quant à lui, permet de recouvrir facilement une façade extérieure peu esthétique, ou d'isoler sa maison par l'extérieur, tout en apportant un petit côté maison de vacances bienvenue. Je vous le recommande, c'est ce que j'ai fait chez moi. Vous pouvez aussi l'utiliser à l'intérieur, sur un mur, en habillage. Bref, les usages sont multiples et aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir Sivalp, un fabricant français de bardage et lambris bois 100% made in France et ça, on adore. Sivalp, ça s'écrit S-I-V-A-L-B-P, est implanté au cœur des Alpes, en Haute-Savoie. C'est une entreprise au savoir-faire unique entre tradition et innovation. Sivalp s'engage dans une démarche éco-responsable avec une production locale, respectueuse de l'environnement, qui vous propose des bois durables certifiés et vous offre des solutions esthétiques et performantes pour votre habitat. Et les travaux durables et éco-responsables, c'est tout ce qu'on aime. Alors si vous avez un projet de lambris ou de bardage, rendez-vous de ma part sur sivalp.fr pour contacter un expert bois. Bienvenue dans l'épisode 72 du Chantier. Un épisode vraiment pépite et haut en couleur pour lequel je suis allée voir Eki Busquet, qui a rénové un tout petit appartement parisien de 22 mètres carrés au cœur du Marais et qui y a apporté une touche originale en osant faire un vrai usage de la couleur. Et vous allez voir que cette utilisation de la peinture lui a permis d'aller au bout du projet dont elle rêvait pour cet endroit. Avec Eki, on a parlé de plein de choses, de ne pas forcément habiter ensemble quand on est un couple, d'agrandir un petit espace en le rythmant grâce à la couleur, de gagner des mètres carrés grâce à l'usage des miroirs, d'astuces très pratico-pratiques pour optimiser la place, de joints époxy, de l'importance de la fonctionnalité dans un intérieur, de vivre entre deux villes avec un petit garçon et de ses meilleurs conseils suite à son expérience de rénovation. Franchement, je trouve qu'Eki partage avec vous beaucoup de choses très intéressantes dans cet épisode, que ce soit des réflexions, des retours d'expérience ou certains de ses apprentissages. Je pense qu'ils vous seront tous très utiles si vous vous lancez dans des travaux. Alors préparez de quoi noter, ouvrez grand les oreilles et profitez bien de cet épisode. Si vous avez envie de voir l'appartement en même temps que vous écoutez, rendez-vous vite sur le site du podcast, lechantierpodcast.fr dans la partie Home Tour et cliquez sur la photo d'Eki pour voir toutes les photos de l'appart ainsi que les avant-après des travaux. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'histoire de la rénovation d'Eki. On entend la pluie, j'adore. On est vraiment à Paris. Je t'ai pas menti. Salut Eki. Salut Anne. Alors, on enregistre cet épisode dans ton petit cocon parisien, dans ton appartement, dans le 3e. Je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui, de te rencontrer et puis de découvrir cet endroit en vrai après avoir vu plusieurs vidéos sur Instagram. C'est comme ça que je suis tombée sur ton appart et qu'on s'est parlé. Il y a aussi eu 2-3 reportages, même un peu plus, dans la presse, je crois. Bon, j'arrive un peu après, mais c'est pas grave. Mais le meilleur pour la fin. Voilà. Est-ce que tu peux répondre à ma toute première question pour commencer, qui est toujours la première question avec laquelle démarrent les épisodes du podcast. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu habites ici ? Avec plaisir. Déjà, je suis contente de t'avoir ici dans ma petite boîte à chaussures parisienne, en tout cas dans ce petit bout de terre.
J'ai grandi sur la côte basque, donc je suis native de Bayonne. Je partage aujourd'hui ma vie entre Paris et Marseille sur un parfait 50-50 et je sais pas dire si je vis à Paris ou à Marseille. En tout cas, entre les deux, c'est sûr. Ma petite famille est composée de mon conjoint, Mathieu Vergotte, et notre bébé, Caïs, qui a 2 ans maintenant. Et je suis designer indépendant, donc je suis au studio de aux manettes de mon propre studio depuis 8 ans. Je fête mes 8 ans cette année. Bravo. Merci, j'avoue, je suis trop heureuse de cette nouvelle vie et mon travail consiste à dessiner de la direction artistique pour plutôt des grosses échelles de marques chez qui je dessine sous leur nom. Et à côté, j'ai un volet d'auto-édition sur mes propres collections que j'assume sur ma pleine identité. Tu fais aussi des collaborations avec des marques? Ouais, je fais aussi des collaborations avec des marques. Moi, j'aime bien... Sur du design produit Oui, beaucoup de design produit, d'art de la table, mais je dessine aussi des scénographies de boutiques, donc des échelles de projets beaucoup plus gros, avec des problématiques qui ne sont pas que celles de l'art de vivre. Ça peut être aussi une créativité très contrainte par le business, que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup dessiner pour des gens qui ne me ressemblent pas, qui vont être peut-être dans des métiers très de business, des enjeux financiers, de marketing, de communication, parce que pour moi, c'est un peu des métriques d'évaluation de ma propre créativité. Et j'adore quand on me fait un retour très terrain de quelque chose que j'ai dessiné, qui peut soit avoir fait 80% de chiffres en plus d'explosion, ça peut être une joie, ou à l'inverse, avoir planté tout un projet sur ma partie là, et ça c'est quelque chose qui moi m'enthousiasme beaucoup, c'est quand on peut évaluer la créativité. Ouais, c'est vrai. Donc c'est plus que de te dire tous les clients ont dit que c'était magnifique. Ouais, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup plus. Quand tu vois les effets très concrets. Ouais, très concret, un périmètre créatif défini. Moi j'adore, je le dis souvent, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un terrain de jeu circoncis dans lequel on sait, dans lequel on évolue. C'est beaucoup plus facile de ramener de la liberté que l'inverse. Écoute, c'est très intéressant. Alors, on va parler de cette double vie, aussi un petit peu, que tu mènes, parce que je trouve ça intéressant. Ça fera l'objet d'une ou deux de mes questions. Mais d'abord, il faut que tu me racontes l'histoire qui t'a mené à cet appartement. Il faut que tu me racontes quel était votre projet d'achat, quels étaient vos critères de recherche, tout ça, comment toute cette histoire a commencé, quoi. Elle a commencé en étant déjà contractée et précipitée parce que j'étais sur le point d'accoucher. Donc, j'avais amorcé ma grossesse, donc il fallait quand même être relativement rapide et efficace. En fait, on avait amorcé le premier déplacement vers Marseille. Vous étiez à Paris ? Oui, on était à Paris depuis des années, D'accord. Une quinzaine d'années. Moi, Paris, c'est vraiment le lieu où je monte à Paris, je quitte Nice pour venir étudier à l'école Boulle. C'est un moment de spectacle, de découverte et de gourmandise énorme. J'enchaîne, je m'intègre sur mes premières années de vie professionnelle. Tu rencontres ton mec ? Non, j'ai rencontré mon mec assez tard. Pour la petite histoire, mon mec a déjà eu une belle vie avant moi. C'est un homme qui est divorcé, qui a déjà tout un premier pan. On se rencontre au moment où moi, je lance mon studio. Donc, je suis dans une dynamique particulière et on décide de ne pas habiter ensemble. Et en fait, c'est quelque chose que moi, j'avais dans mon imaginaire. J'adorais l'idée de ne pas partager la maison. Et longtemps, on a pratiqué une vie à deux, mais dans 2 appartements. Et on avait gardé volontairement 2 appartements à Paris. Et on a embrassé du coup à 2 l'idée qu'en fait, il y avait un truc intéressant sur le fait d'avoir 2 espaces. Et c'est dans cette perspective qu'on s'est dit qu'à Paris, on voulait remodeler un lieu beaucoup plus petit que ce qu'on avait connu bien que tout est toujours quand même proportionnellement très petit à Paris, mais qu'on était à l'aise avec l'idée de se partager entre 2 lieux et 2 espaces-temps différents. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en quête à Paris. On était en location à Paris, on était en banlieue est vers les Lilas à l'époque. Mais dans le même appart ? Non, on vivait... chacun dans le vôtre. Ouais, je dis on, mais c'était l'appart de mon mec. Mais tu vois, qui était aussi un peu... On était déjà sur cette bispatialité. Ouais. Je me souviens, on allait l'un chez l'autre en autolib à l'époque. Tu vois, parce que moi, j'étais en banlieue aussi, donc on était 2 banlieusards. Et comment s'est fait la décision de vivre ensemble et d'être dans 2 villes ? En fait, elle s'est faite quand on s'est dit que vivre ensemble, ça pouvait vouloir dire de continuer à vivre séparément. C'est ce qui a débloqué le projet. Chacun dans une ville ? Ouais. En fait, je pense qu'on n'était pas très à l'aise l'un comme l'autre à envisager de vivre sous le même toit H24 pour des raisons différentes de chemin. Ouais.
Lui, il avait été marié dans un modèle peut-être plus conventionnel sur sa première vie. Il avait envie d'autres choses. Et moi, j'avais le goût de ces imaginaires. Je visualisais peu d'avoir un enfant. Je visualisais pas beaucoup de vivre avec quelqu'un. J'adorais l'idée d'avoir ma maison. C'était un truc un peu particulier. Il faudra peut-être l'interroger. Mais j'avais un rapport très libre à ça. Okay. Voilà. Et c'est vrai que de changer de ville, ça a rendu possible. C'est que je me suis mise en ménage avec lui, mais malgré tout dans 2 spécialités. Et moi, ça m'a permis de garder une liberté à laquelle il a pris goût, lui aussi par ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ça serait difficile tout autant pour lui de vivre 100% sous le même toit que pour moi. Je pense que je l'ai contaminé. Et alors, comment s'est fait le move à Marseille ? À Marseille, il s'est fait de mon côté. Moi, c'est pendant Moi, je viens du sud. Enfin, moi, je grandis dans le sud-ouest, dans le sud-est, un peu à l'étranger, très sur des villes côtières. Donc, j'avais un rapport particulier à ces paysages et ça faisait partie de mes objectifs. Et j'avais gagné mon indépendance, donc quand je me suis mise à mon compte, je commençais à regagner un peu de liberté. T'avais pas de raison d'être tout le temps à Paris. Non, et je lui ai dit avec beaucoup d'enthousiasme que j'avais très envie d'aller peut-être à Marseille, parce que Marseille, c'était une ville neutre, pour lui comme pour moi. C'est une ville où on n'avait jamais vécu, ni l'un ni l'autre dans nos vies précédentes. C'était un peu notre carte blanche, et puis un vrai canal direct avec Paris, facile en termes d'agilité. Et je savais qu'on pouvait re-rentrer dans une logique, comme les gens prennent le métro, moi je prends le train, c'est tout. Paris-Marseille, c'est 3h15. Ouais, comme Bordeaux. Ouais, un tout petit peu plus loin, mais c'est assez proche. Et t'as la clim l'été, t'as le chauffage l'hiver. Et moi qui venais de zone 6 en banlieue parisienne, j'avais l'impression d'être en Palace 5 étoiles. Ah oui. Tu vois, très confortable ce train. Très confortable, personne ne s'accroche à moi quand il y a un coup de frein, espace vital respecté, des WC, franchement, j'ai pas du tout, c'était indolore. Tu peux bosser un peu et ça passe vite. Donc, vrai plaisir. Et c'est dans ce contexte qu'on se met à chercher du coup ce qui va être notre nouvelle version à Paris. Et oui, donc alors vous faites l'installation à Marseille, ouais, vous lâchez vos apparts à Paris. Exactement. Okay. On en garde juste un le temps de la transition au Lilas, un petit peu. Et puis là, on se dit qu'il faut réinventer Paris. Donc vous mettez en recherche. On se met en recherche. Et c'est vrai que mon conjoint, il avait un truc un peu à se dire, on va faire petit, mais en dessous de 30, c'est dur. 30 mètres carrés. 30 mètres carrés. Ça lui semblait dur, ça lui semblait un peu rebrousser chemin sur des années studentines, l'histoire de la table basse qui fait ta table de repas, voilà, ton canapé qui est aussi ton dodo. Et ça, il avait du mal, donc ça nous a poussé vers des quartiers comme Strasbourg-Saint-Denis, tu vois, qui étaient un peu plus abordables pour notre bourse parce qu'on passait sur un crédit. Et il se trouve qu'à Marseille, on est dans un quartier qui c'est Strasbourg-Saint-Denis. Et moi, quand j'ai commencé à chercher à Paris, c'est populaire. C'est vraiment Strasbourg-Saint-Denis, sous le soleil. Mais c'est les mêmes enjeux, exactement. Okay. C'est très populaire, c'est très familial le jour. La nuit, c'est des gros sujets. Il peut y avoir de la drogue, il y a de la prostitution. C'est Strasbourg-Saint-Denis, c'est ça ? J'ai l'impression que c'est quand même en train de se gentrifier pas mal, non ? Ça se gentrifie, mais Marseille, c'est Strasbourg-Saint-Denis de Paris d'il y a 10 ans. Donc, il y a vraiment des gros sujets, en tout cas dans notre quartier. C'est un quartier qui a 2 visages, tout s'y mélange. C'est très métissé et le meilleur comme le pire, ça dépend un peu des plages horaires. Nous, on aime beaucoup parce que c'est contrasté, c'est très vivant, c'est très chaleureux. Et ça peut avoir aussi ses limites, parfois t'es un peu fatigué. Et donc, moi, j'avais pas envie de rejouer cette partition à Paris. Donc, on a commencé à chercher à Strasbourg-Saint-Denis. J'avais vraiment le sentiment que je faisais un copier-coller. Ouais. Voilà. C'était quoi les critères ? Parce que critères, c'était l'aménagement avant tout. On avait un vrai sujet on voulait faire entrer dans 30 mètres carrés toutes les composantes d'un appartement familial. Donc il fallait qu'il y ait de l'agilité possible. Ça veut dire quoi pour toi un appartement familial ? Par exemple, un truc tout bête, je voulais mes sanitaires dans la maison, je voulais un lave-vaisselle. Oui. Ouais, j'allais dire un lave-vaisselle typiquement. Non, mais genre d'enjeu. Je voulais un frigo, je voulais un coin repas. Je voulais pas être sur ma table basse. Tout ça dans 30 mètres carrés. Je voulais une chambre séparée avec une porte. C'était important d'avoir le signifiant porte. Et les Parisiens qui nous écouteront comprendront. Je voulais tous ces éléments. Je voulais du rangement. Je voulais pas que des choses soient délimitées par des rideaux. Je voulais pas du symbolique, je voulais du tangible. Et t'avais aussi un sujet emplacement. Et j'avais un sujet stratégique. La gare. Ouais, de la gare. Chez nous, c'est déterminant. Gare de Lyon. Gare de Lyon, c'est 15-20 minutes, pas plus.
parce qu'on est déjà sur des alignements d'agenda assez importants, donc il ne faut pas rajouter cette variable-là. Et quelque chose de faisable à pied si le métro lâche. Ça, c'est des choses qu'on avait aussi quantifiées. Carrément. Voilà. Donc on avait ça, et l'autre enjeu, c'est que quand même, en revenant dans le sud, moi, il n'était plus question de faire l'impasse sur la lumière. Donc j'avais un petit sujet lumière, et quand mes premiers agents immobiliers m'ont dit « Ah, c'est formidable, madame, regardez comme c'est calme, et regardez comme c'est lumineux, et qu'on ouvre la fenêtre. » J'arrive de Marseille, les gars. Et qu'il y a un mur, et que c'est calme parce qu'en fait, vous avez vu sur un cimetière. Waouh, j'ai rembobiné, je me suis dit « En fait, c'est pas la bonne, on cherche pas comme il faut. » Et on s'est remis à rééplucher tout ce qu'on avait déjà bâché quelque part, et en repartant dans des quartiers qui pour nous étaient interdits, genre le 3e, le 4e, parce que trop élevé en bourse, et parce qu'on sait tous que c'est des quartiers où sur des petites surfaces, les gens ils achètent cash, donc sans crédit. Et c'est des quartiers qui sont très prisés aussi par des étrangers qui achètent ça pour des pieds-à-terre, ça part très vite. Donc si tu déboules avec un crédit, t'es absolument pas prioritaire. Mais ça, c'était sans compter sur une rencontre magique avec Pierre, qui se reconnaîtra, qui est l'agent immobilier qui a rendu notre affaire possible, qui a fait en sorte de nous soutenir et qui a soutenu notre dossier bien au-delà de ce qu'il avait à faire. Donc, il a été un vrai facilitateur. Génial. Et il nous a permis de jouer des coudes en face de gens qui, donc, comme prévu, achetaient cash un pied-à-terre. Voilà, donc... Comment vous êtes passé devant eux ? Mais attends, déjà, comment tu as vu cette annonce Le basique, se loger. Ok. Rien de magique là-dessus. Et, pour le visiter, ça allait ? C'était pas la guerre Les visites étaient déjà closes. Donc, j'appelle un samedi fin de journée et je tombe sur ce fameux Pierre qui me dit « Je suis désolée, ça a tourné déjà de... J'ai mis l'annonce en ligne ce matin à 9h et j'ai déjà fait le plein. » Et c'est comme ça à Paris, on le sait. Et alors là, et moi, j'appelle, il est 16h, donc c'est trop tard. Et il me dit « J'ai déjà 3 offres au prix. » Voilà. Mais il se trouve que sur ce petit moment bref d'échange, j'adore ce mec. Et a priori, c'est un peu réciproque. Et je sais pas pourquoi, j'aime le timbre de sa voix, je le trouve fluide. Je me dis, c'est quelqu'un de sympathique, ce qu'il va s'avérer être. Et je sens beaucoup d'humanité. Et du coup, je lui explique, je lui dis, en fait, je suis pas à Paris, je suis à Marseille, donc en vrai, je peux même pas débouler. Tu vas pas venir tout de suite ? Je regarde, il y a plus de train, donc c'est la cata. Et je lui dis, je peux arriver, mais tard. Je lui dis, je peux arriver à minuit. Bon, il rigole. Et il me dit, on va être raisonnable, vous allez venir plutôt lundi. Ok. Et il me dit, bon, une offre de plus, ça peut toujours être bien. Moi, je lui dis, je ferai pas de négo, je prendrai, mais il faut quand même que je l'ai vu. Et il nous reçoit lundi matin, on saute dans le premier train et c'est un coup de cœur confirmé pour l'agent immobilier et l'appartement. Ok. Parce que l'annonce, toi, tu te disais, waouh, c'est ce qu'on veut ? Complètement. Et quand mon conjoint le voit, il me dit, ah non, mais c'est magnifique, mais c'est sur ses pliés. C'est sur ses pliés et on va pas être prioritaire. Donc on arrive vraiment chargé de défaites déjà. Qu'est-ce qui vous plaisait sur les photos Le potentiel. En fait, c'était génial. C'était inhabité. C'était un lieu c'était un plateau nu. Ça, c'était idéal parce que c'était un rectangle. Il n'y a rien de plus facile qu'aménager qu'un rectangle. C'était une pièce. Sans cuisine, sans rien. Il y avait que même pas d'eau. Exactement, il y avait de magnifiques tableaux. Et en fait, il n'y avait même pas de sanitaire, il n'y avait pas d'électricité. Et ça, c'était bien parce que ça avait fait fuir quand même pas mal de personnes qui avaient du mal à se projeter et qui, à raison, envisageaient et pressentaient des gros travaux, ce qui était la vérité. Il y avait un gros billet là-dessus. Et puis, le deuxième point fort, c'était... Il y avait une fenêtre tous les 1,50 m, magnifique pour 22 mètres carrés, il y avait des percées partout. Et une très belle hauteur sous plafond. Et ça vraiment, c'était... En fait, finalement, ces 22 mètres carrés qui, finalement, font les 30 mètres carrés que mon conjoint espérait parce qu'il y a une perception qui est tronquée et qui est due à la hauteur. Voilà. Et les photos rendaient bien tout ça ? Okay. Les photos, c'était des bonnes photos. Oui, et puis on sentait qu'il y avait un univers là-dedans. Et c'était en fait un artiste qui venait dessiner là la lumière naturelle. Donc c'était bon signe. Moi, je me disais, quelqu'un qui est capable de peindre à la lumière là, c'est que c'est une vraie belle lumière. Donc c'était un atelier en fait. C'était un atelier. C'était pas une habitation du tout. Le monsieur venait là pour peindre. Il venait peindre, il tirait un câble électrique quand en fin de journée ça commençait un peu à être trop grisâtre. Et il repartait et c'était vraiment son petit repère. Voilà. Trop bien. Donc il y avait une belle histoire. Et la visite alors ? Donc coup de cœur confirmé. C'est mon conjoint qui l'a fait. Et, t'étais pas là ? Non, j'étais pas là, mais 100% confiance. Et il revient et il me dit « Je suis désolée, c'est canon ». Et donc on se dit « Bon, ok, maintenant
On s'en remet à ce Pierre, mais il nous a tout de suite dit ça va être compliqué. Et la seule chose que Pierre nous dit, et à l'époque on ne sait pas ce qui se trame, il nous dit « Vous êtes capable de le débloquer vite ou pas ce crédit ?» Et on dit fébrilement oui. Tu vois, quand t'as la voix qui part un peu dans les aigus comme ça. Que t'es pas trop sûr de toi. Vous aviez vu des banques ou pas ? Oui. En fait, heureusement, on avait quand même backé le projet. Et en fait, lui, son astuce, ça a été de se dire, s'ils peuvent avoir vite le crédit, en fait, on peut être aussi réactif que des gens qui débloquent des fonds cash. Il y a quand même un petit délai. Il faut juste pas qu'on ait 3 mois. Et grâce à notre banquier, on a pu débloquer en 1 mois et demi. Ça a permis d'être en compétitivité avec des gens qui avaient des fonds... C'est super, parce que c'est pas toutes les banques qui sont réactives comme ça. Non, et on bénit notre banquier qui nous a suivis et qui s'est activé comme un... En tout cas, vous l'aviez vu et vous saviez quelle était votre capacité d'emprunt, vous saviez que ça passerait. Oui, ça on l'avait évidemment. En fait, on le sait, à Paris, quand on visite, on a quelques minutes pour prendre la décision, que ce soit d'ailleurs en locatif ou en achat. Hein. Donc ça, on était rodés à l'exercice. Et on savait que si on se positionnait, il fallait pouvoir tout dégainer très très vite. Donc ça, nous, on était prêts. Mais quand même, être face à des gens qui payent comptant, on le sait, ça a une grosse valeur même pour les vendeurs. Comment a-t-il fait pour vous faire passer avant les 3 offres au prix? C'est là où il a été cash. Il a été joueur. Il a dit que il n'a pas été très clair sur le fait qu'on avait un emprunt. D'accord. Voilà, il a juste dit qu'ils sont capables de débloquer des fonds rapidement, sans préciser. Ok. Et comme on a pu débloquer des fonds rapidement, ça s'est joué là-dessus. Donc ça a été un vrai ange gardien. Il vous a kiffé, quoi. Réciproquement. Franchement, c'est vraiment notre bonne fée de ce lieu. Et, incroyable. On avait envie réciproquement et c'était un chouette type. Voilà, on lui doit beaucoup. Merci Pierre, si t'es pas loin. On l'embrasse très fort. Oui. Tu m'as dit, et du coup on a atterri là où on n'aurait pas dû atterrir. Non, pas du tout, parce qu'en fait on se retrouve dans des quartiers que moi j'ai badé étudiante, je venais dessiner à Plage des Vosges qui est pas très loin. C'est des lieux qui moi c'est des lieux d'histoire, c'est des lieux que j'ai étudiés en tant qu'étudiante. Voilà, donc c'était une joie, mais même pas imaginer de se projeter là un jour. Attends, mais le coup de fil de Pierre pour vous dire que c'était bon, vous avez dû exploser de joie. On était fous. C'était un jour, on mangeait une glace au bord de la mer. Je pense qu'elle a fini par terre. On a sauté en l'air. Ah non, c'était vraiment, j'ai un souvenir très féerique de cette annonce. Alors que toi, t'avais toujours pas vu l'appart. Non, mais ça, c'était pas un point. Enfin, c'était pas un sujet, franchement. Tu l'imaginais complètement. Il t'avait peut-être fait des vidéos ou quoi. J'avais évidemment eu des photos, des vidéos, les photos de départ. Non, mais je le chérissais déjà, cet appartement. Donc, 22 mètres carrés. Bon, par contre, 22 mètres carrés. Après, retour à la réalité, 22 mètres carrés, pour des gens en région, c'est une pièce. Hein. Oui. mais gros coup de cœur et gros potentiel. À nos yeux, gros potentiel. L'achat, ça s'est bien passé, l'emprunt, la signature, tout ça, ça a roulé vite. Ouais, ça a roulé vite. Bon, on a complètement harcelé ce pauvre banquier qui en pouvait plus. Stress quand même. Oui, et puis il en pouvait plus de nous. Je pense qu'on a appelé toutes les 6 heures. Ah ouais. Il fallait que ça s'arrête pour lui aussi, mais ça, on a pu aller au bout. Et après, très vite, on a embrayé sur le projet d'aménagement. L'idée, c'était d'être efficace parce que moi, j'enflais à vue d'œil. T'en étais à quoi, là, 5-6 mois, un truc comme ça ? Ouais, on démarre... oui, ça doit être ça. On démarre les travaux, j'en suis là. Ouais, à peu près. Est-ce que vous aviez déjà fait des travaux dans vos vies ? Non, pas de cette envergure. Et en fait, cet appartement, il est vicieux parce que ce n'est que 22 mètres carrés, donc on a le sentiment d'aménager qu'une pièce, mais c'était les problématiques de tout un appartement, puisqu'il y avait plomberie, chauffage, accès eau, sanitaire, IPN, parce qu'il fallait casser des murs porteurs, isolation. En fait, c'est les mêmes sujets que vous pouvez avoir sur une maison de 100 mètres carrés. Donc là-dessus, ça a été un vrai exercice, un vrai cas d'école sur lequel nous, aujourd'hui, on capitalise bien. On a beaucoup appris. Marseille, vous n'aviez pas rénové ? C'était pas lourd, c'était de l'agencement. Donc, tu vois, Marseille, c'était de la redistribution d'espace, mais c'était un appartement qui avait été refait, donc il était propre par un entrepreneur. Ça n'avait pas de charme, mais ce n'était que du volume. Vous connaissiez un petit peu 2-3 choses, quoi, des travaux quand même. Oui, j'ai un conjoint qui, on ne sait pas d'où ça lui vient, mais qui est hyper à l'aise sur du petit bricolage, mais voire plus. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment fort de ses mains et qui a excellé. Qui a des idées et qui arrive à les mettre en pratique, quoi. Ouais, et qui résonne comme un bon charpentier. Donc, pour un bon citadin, c'est assez curieux et qui a pu exceller dans cet appart qui était truffé de défis en réalité.
Comment est-ce que vous aviez envie de gérer ce projet de travaux et par quel type de professionnel vous vouliez être accompagné ? Du fait de la distance, on était convaincus qu'il nous fallait une équipe locale sur place qui allait nous relayer avec quelqu'un qui puisse faire un suivi au moins hebdomadaire. Ça nous paraissait indispensable. Donc, on a pris une architecte sur un volet de prestations sur ce qu'on appelle de la maîtrise d'ouvrage. Okay. Donc, on lui a délégué tout ce qui est plan, suivi de chantier avec les reportings quotidiens, hebdomadaires, ouais, plutôt. C'est elle qui a amené tous les artisans et les corps de métier qui étaient d'une grande qualité et qui ont fait vraiment la différence parce qu'ils étaient tout corps d'œuvre, je ne sais plus comment on dit, au corps d'état. C'est ça, merci. Et donc ça, c'est génial d'avoir une tête pensante qui pilote tout le monde. Ouais. Ça a vachement de... Et puis rien que le fait qu'elle apporte des artisans de qualité, ça c'est un énorme plus. C'est vraiment indispensable. Et j'avais apprécié son honnêteté. Elle nous avait dit, ils vont vous coûter plus cher, je peux vous en trouver des moins chers. Mais, voilà. Ils sont hyper bons, ils vont bien bosser. Et ça a été vraiment le cas. Et c'était des gens surtout qui avaient une capacité d'adaptabilité que nous on a appréciée. On a quand même trouvé il y avait quand même pas mal de problématiques. Ici, il y a des poutres, il y a des tomates qui datent de 60 ans. Il y a quand même des choses enquiquinantes pour des artisans. Il y a des problèmes d'isolation, c'est des vieux bâtiments. Exactement. Et vous vouliez, j'imagine, tirer chaque centimètre carré possible de la surface. On a une vieille cheminée qui est particulière avec des boiseries sculptées. Tout ça, on voulait le préserver. Ça aurait été tellement plus simple de coffrer dans un ensemble de choses comme ça. Et ils ont été les bons relais entre un peu d'artisanat d'art et du standard. Donc, archi, mais alors, qui a plutôt eu un rôle de maître d'œuvre, en fait. Oui. Ouais, parce que la créa, on l'a gérée à deux et c'est beaucoup mon conjoint qui a donné le ton de départ sur des PowerPoint. Donc ça, c'était drôle. Le type faisait des plans sur des PowerPoint et il faisait des passages à l'échelle sur des PowerPoint. Ah ouais. Il s'est pas pris un logiciel de plan? Non, en fait, il sait pas. Et c'est un truc de fou. Il a réussi à craquer toute la scéno et tout l'agencement qu'on a aujourd'hui sur PowerPoint. Il nous mettait même des petits effets d'ombré pour délimiter. Il a chiadé le truc. Ouais. Donc c'est vraiment très particulier. Mais tout ce qui est mood board, design concept, même la shopping list, l'ameublement et la distribution des espaces, on l'a fait tous les deux. Comment vous avez fait ces plans ? Comment vous avez réfléchi le projet, l'espace ? Ça, c'est une bonne question. En fait, comme c'est un lieu qui est très rustique, on s'est tout de suite demandé si on l'assumait ou si on voulait l'annuler. Donc, on a décidé qu'on l'assumait. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a un côté assez campagne. Oui. Les tomates, les poutres marron foncé, la cheminée, ouais. Et ici, c'est pas couleur hêtre, c'est couleur ébène. C'est vraiment... marron foncé. Ouais, c'est marron foncé et c'était le goût de l'époque, mais ça a même été huilé plus foncé que ne l'était le bois. Il y a clairement un truc dessus. Et d'ailleurs, les gens qui avaient visité en face de nous, eux, leur premier réflexe, c'était de les blanchir, c'était d'illuminer. Et on n'a pas du tout voulu jouer cette carte-là. Nous, ce qu'on a embrassé dans cet appartement, c'est aussi l'immeuble, qui est un immeuble classé de 1880. Il est très beau. La cage d'escalier est trop belle. Voilà, il y a un bel escalier, un peu dans le genre... Exactement, c'est toute une histoire. C'est les chambres de bonne de l'époque. Et en fait, on a complètement voulu le conserver. Donc, on s'est dit, par contre, il faut se mettre en positif de cette rusticité. Mais nous, on est quand même dans notre époque, donc on a voulu contrebalancer avec des éléments qui nous ramènent dans notre histoire, sachant qu'on a le sentiment quand même de s'inscrire dans une continuité. Je te le disais tout à l'heure plus en off, mais la sculpture qui est à côté de moi, là, elle est sculptée de l'ancien propriétaire. Il a sculpté son épouse, donc c'est très particulier. Il y a sur la cheminée. Couple. Voilà, il y a vraiment leur couple. Il y a lui et elle de chaque côté de la cheminée. Donc t'as vu qu'il d'ailleurs a une longue chevelure lisse. Moi qui suis bouclée, ça marche pas du tout, mais je me dis que c'est moi un jour de brushing. Ouais. Et donc on s'est mis un peu aussi, on est dans un respect à ce niveau-là. Et oui, de garder, oui, vous avez pu dire cette cheminée, hop. Oui, l'architecte nous conseille de le coffrer, tu vois. Et en fait, c'est là où on s'est dit, notre allié, ça va être la couleur. C'est pour ça que c'est un appartement qui est découpé par la couleur. On a décidé de s'appuyer sur de la couleur pour nous aider sur les différents défis qu'on avait. Notamment le premier, c'était l'urgence de signaler des zones dans l'appartement, puisqu'il n'y en a pas. C'est un appartement qui est tellement petit que tu n'as pas de parcours de progression chez moi. C'était un rectangle. C'était un rectangle. Mais tu as vu, quand je t'ai accueilli tout à l'heure, j'ai même pas eu le temps de te faire une visite, que tu étais déjà dans ma chambre.
Et du coup, je t'ai dit, bon bah voilà. Voilà la visite. Voilà, donc tu vois, tu fais 6-7 pas, t'as déjà fait d'un bout à l'autre. Donc, mais c'est vrai que t'as une progression que vous avez créée avec ces couleurs. Mais qui n'est que symbolique. Donc du coup, l'idée, c'était de créer 2 blocs, au début et à la fin, pour marquer le début, le milieu et la fin d'une histoire. Donc c'est pour ça que t'as un bloc vert. Au milieu, t'as la partie salon qui est un moment de rupture et tu termines sur le bloc bleu ciel. Les choix des couleurs, on les a fait bleu ciel, on l'a fait parce que on est à Paris, dernier étage, et on connaît l'histoire parisienne, c'est-à-dire le ciel bleu, ça va pas être 80% de l'histoire. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Tu vois, aujourd'hui, t'es pile mes dans photos, c'est la cata. C'est une cata, voilà. Je sais même pas si je vais pouvoir les utiliser. Donc on dirait qu'il fait nuit. C'est une journée, comme il y en a tant d'autres qui nous attendent dans l'année. Donc moi, je voulais absolument qu'il y ait du ciel bleu en fait dans mon salon parce que je savais que ça allait être une bataille. En arrivant de Marseille. Ouais. Et le bloc vert, en fait, est un bloc de défensif, on va dire, parce que c'est un bloc de grande souffrance, on va dire, de plomberie et de tripaille technique. Ce bloc cache énormément de misère technique. Et il se trouve que j'ai 25 cm d'épaisseur cachée dans le bloc. Dessous. Qui sont en fait des tubes, des tuyaux, tous ces trucs qu'il n'y avait pas dans l'appartement puisque ça n'était pas raccordé à l'eau. Voilà, mais qu'il a fallu mettre, et une fois qu'on l'a mis, ça a pris une place énorme. Et au début, sur les premières copies qu'on avait, qui nous étaient proposées, c'était catastrophique. Ça nous faisait perdre presque la cuisine. Il n'y avait pas cet espace où on est en ce moment, un petit peu, qui est une mini salle à manger, c'est ridicule de dire ça, mais qui a le mérite d'exister, ça n'aurait pas existé. Avec une vraie table. Voilà, à hauteur. Ça nous aurait poussé, on était coincés contre la cheminée, c'était assez terrible. Et c'est là où on s'est dit, en fait, on a un conflit technique avec un conflit créatif, donc il faut qu'on bascule du côté créatif. Donc on en a fait un monolithe pour pouvoir avaler cette énorme marche qui est tout le sol en fait de ce bloc. Toute la salle de bain est surélevée. Voilà, c'est pour ça que tu rentres par une marche, puis une deuxième après. Et on s'est dit, puisqu'on a un gros volume de départ, il faut y aller. Franchement, on en fait carrément un monolithe. Et on l'a peint dans une couleur limite dérangeante ou en tout cas interpellante qui est le vert, de sorte de l'assumer pleinement. Et on n'a surtout pas voulu jouer du blanc en disant ça va disparaître. Non, un éléphant au milieu d'une pièce de porcelaine, ça disparaîtra jamais. Donc l'idée, c'est que ça devienne un signifiant à part entière. Donc c'est pour ça qu'on a pris une couleur très flashy, déconnectée de la rusticité de l'appartement pour aussi au passage le basculer dans de la modernité. Moderniser. Voilà l'histoire de l'impact coloriel, de ce que ça nous a apporté dans cet espace. Et le reste, ce sont des touches ponctuelles que tu as, qui sont en fait des moments de mélange ces deux moments. Donc, tu as des coussins qui sont verts et bleus pour faire la transition parce qu'ils sont au milieu. Tu as des touches de bleu plus foncées qui sont toujours dans le camalieu ou le spectre du bleu, etc., etc. Et tu restes à peu près dans ces teintes-là. Tu vois, au sol, on a des terres cuites, donc on a quelques rosés sur du textile. Oui. Il y a une espèce, je pense qu'ici, il y a quoi ? Il y a peut-être 5 couleurs en fait, pas plus. C'est très bleu-vert. Ouais. Et en effet, terre cuite, rose un petit peu. Et alors, au niveau des plans, du coup, c'était donc ce bloc à l'entrée qui incluait les WC qui étaient à l'époque sur le palier. Exactement. Qu'on a Vous raccordé. Avez condamné sur le palier et ouvert une porte, fait une ouverture pour que ça communique avec l'appartement. Ça. Avec un IPN du coup. D'accord, c'est là le fameux IPN. Ouais, ça c'était assez lourd parce que comme ce sont des vieux immeubles et qu'on est au dernier étage, il y a quand même le stress de toucher à des éléments qui peuvent déséquilibrer tout le monde. Donc ça, j'ai apprécié le support de la maître d'œuvre qui a fait vraiment venir une entreprise. Ça se paye, ça pique. Mais il faut vérifier. Mais c'est indispensable avec passage d'huissier avant travaux, post-travaux, que si chez ça les voisins. Chez tout le monde, que si ça ait bougé. Déjà pour se prémunir soi, qu'on ne vienne pas vous coller des fissures qui ne vous concernent pas. Qui ne sont pas du tout faites. Et puis tout se sécuriser parce que le mur qu'on a percé, c'était monumental. Il y avait, je sais pas, il y a peut-être 70 cm. Ah oui. Ou 60, je sais pas bien en tête, mais c'est très épais. Donc c'est des vieilles pierres, tout ça. Donc c'est... Ouais, mais ça vaut le coup de devoir sortir pour aller aux toilettes. Oui. C'est vrai qu'on n'a plus l'âge. Mais on n'a plus l'âge, exactement. Et après, du coup, l'autre... il y avait la cuisine en longueur, comme ça, le choix de cette cuisine en longueur. Ouais. Et puis, la boîte à dodo, comme tu l'appelles. Oui. En tout cas, le fait de créer une chambre au fond. Ouais, c'était un pour avoir une chambre indispensable. séparée. On était vraiment obtus là-dessus. Vous vouliez pas un studio, quoi. Ah non, mais vraiment, c'était hors de question. Et on a eu des premières propositions, 7 ou 8 propositions sans boîte à... Enfin, donc, studio. Sans boîte à dodo. Sans boîte à dodo. Vraiment, on les a même pas regardées. C'était
hors de question. Vraiment, il fallait cet espace séparé et qui est symbolique parce qu'en vrai, il n'y a pas d'isolation phonique énorme, mais il y a une porte, il y a des rideaux, il y a un soubassement en bois. Donc, une fois que vous êtes couché, vous disparaissez, on tire les rideaux et il y a vraiment deux moments. Moi, je peux être dans ma chambre à bouquiner quand mon conjoint est dans le salon. Ouais. Ça a le mérite d'exister et même quand il y a notre bébé. C'est bien qu'on soit séparés, isolés, pour lui comme pour nous. C'était vraiment un indispensable et on s'est vraiment dit, on fait fi des 22 mètres carrés, on veut les grandes lignes d'un appartement familial. Voilà. Mais en plus, ça rentre. Enfin, ça rentre. Ça rentre, voilà, ça rentre en s'alignant. Et en fait, les poutres nous ont aidés, ça a tiré des lignes imaginaires et on s'est aligné sur, tu vois, on est aligné sur une poutre horizontale. On a fait un bec, voilà. Donc ça a créé aussi les premières lignes du dessin. Souvent on me demande d'où tu puisses ton inspiration, des choses comme ça. Moi j'adore repartir de l'existant. J'adore être en réaction positive ou négative d'un terrain de jeu qui est déjà là. Et c'est comme ça qu'a germé l'idée que malgré ce travail d'alignement, ça restait quand même une boîte à dodo qui doit faire 6 mètres carrés. Je sais pas bien dire. En fait, le lit, ça fait 140 de large. Ouais, voilà, donc je sais même pas dit que je les ai. C'est parce que t'as la verrière d'un côté du lit et le miroir de l'autre. Et là, quand même, tu vois, on était en plein travaux et on rentre et on se dit « Wow !» Ok, c'est petit. C'est vraiment petit. On l'a, notre boîte à dodo, mais on a plus la boîte que le dodo, quoi. Donc là, on s'est dit qu'il fallait trouver une astuce et c'est comme ça que sont arrivés les miroirs dans notre réflexion. Oui. Et qui vont venir rattraper 30 à 35%, je dirais, de perception quand t'arrives. C'est un truc de fou. Voilà, en effet. Ça joue beaucoup. Ouais, mais on va en parler. Tu vas nous donner toutes tes astuces pour agrandir l'espace et optimiser l'espace. C'était quoi votre objectif pour cette rénovation ? Notre objectif pour cette rénovation, déjà, c'était de finir de rénover avant d'accoucher. Ouais. Il y avait cet enjeu perso. Non, et puis en fait, ce qu'on voulait, c'était... On est dans un appartement qui... Moi, j'ai le sentiment de l'avoir volé au destin. C'est pas mon histoire, je suis très loin de mon milieu social de départ ici. J'ai le sentiment que je croque dans un gâteau qui n'était pas pour moi. Et donc, j'en requiers une immense joie. J'ai une joie à la limite de l'euphorie d'être ici. J'ai vraiment le sentiment de l'avoir volé au destin. Donc, on avait envie que ce soit un lieu qui soit un peu au cordeau. Très abouti parce que je pense que j'aurais pas la chance 2 fois dans ma vie d'acheter un appartement dans le Marais et je voulais qu'il nous survive longtemps, c'est-à-dire qu'il puisse aussi vieillir avec nous. Donc c'est un appartement qu'on a imaginé aussi pour y être bien dans 20 ans quand on sera dans une autre dynamique, un autre moment de notre vie. Donc on l'a imaginé comme ça et c'est pour ça qu'on voulait pas qu'il soit trop estudantien dans le style. Ouais. C'est qu'on voulait aussi que peut-être à nos 50 ans il y ait toujours autant de joie à venir ici et de praticité. Voilà, c'est ça le projet de ce lieu. C'est un des lieux où moi je me projette à minima pour l'éternité, faisons simple. Oui, tout à fait. Et c'est rigolo ce que tu dis, ça veut dire que quelque part tu te sens pas tout à fait à ta place ici, tu vois ? Bah si, puisque je suis chez moi et que j'y suis, bien sûr, mais j'ai complètement le sentiment d'avoir percé un monde qui n'est pas le mien. Oui, ça c'est... Et puis c'est une vraie problématique de fond chez moi. C'est un lieu qui incarne beaucoup un changement de monde. Ouais. Et tu te sens chez toi quand même ? Complètement, et ça a beau être rikiki et être les anciennes chambres de bonne, j'en ai rien à faire, c'est chez moi, c'est la maison et c'est largement suffisant. Et j'ai grandi de façon avec la logique que des palais pouvaient faire 4 mètres carrés. C'est pas un sujet d'espace, c'est un sujet de qualité d'aménagement et de spatialité. Et ça, moi, j'adore. Limite, plus c'est petit, plus c'est excitant. Il y a... Cette phrase ne va pas. Tu vas l'enlever. Si tu veux. Je savais même pas, tu vois, moi j'étais dans mon truc. Oh mon Dieu. Non, mais j'ai un sujet sur... Je trouve qu'il y a des merveilles à faire dans des espaces très contraints, très réduits. Et je m'ennuie un peu des grands lieux. Ouais, bah t'as plus de challenge. Ouais, et puis c'est difficile aussi d'humaniser des grands espaces. Et puis parfois aussi, je trouve que quand t'as beaucoup de moyens ou plus de possibilités, bah moi ça m'intéresse un peu moins. J'aime bien aussi quand la créativité, elle vient de la rudesse ou de quelque chose qui a été cortiqué, qui a été essoré. Et je trouve que c'est là où il y a la vraie belle créativité. C'est quand malgré tout, tu sors quelque chose d'un truc dont personne voulait. Moi, c'est ce que j'aimais ici. C'était ce côté... Non, mais wow, c'est... Il n'y a rien. Je sais pas, il y a quelque chose de très motivant à arriver à le transformer. Oui, et puis hyper gratifiant. Ouais, certainement.
Sur le papier, il fallait refaire quoi du coup? Si tu fais un peu la liste des travaux, tu vois, qui ont été faits, que vous pensiez faire quand vous prépariez encore le projet là. Dans l'ordre, plomberie, isolation. Isolation. Tu vois, les fenêtres, elles étaient dégueu. Vous les avez changées? Ouais. Okay. On est sous un toit de zinc, donc compliqué l'isolation ici. On est sauvé parce qu'on est sur un plein nord, donc il fait pas très chaud. Qu'est-ce qu'on avait... Oui, c'est plus un sujet l'été que l'hiver, l'isolation. Exactement, mais ça va, hein. Franchement, ça va. La cheminée aussi, tubage de cheminée, il y avait tout ce travail, elle a été renforcée, on savait pas bien si elle tenait la route, on savait même pas si elle marchait. Parce que vous vouliez l'utiliser. Oui, mais on nous avait dit qu'elle marchait, mais enfin ça, c'est quelqu'un qui te le dit jusqu'à ce que ça marche. Tu vois, jusqu'à ce qu'il soit dans un nuage de fumée que pas du tout. Merci. Plomberie, ça a été lourd, ça a été vraiment lourd. Même la porte d'entrée, elle tenait pas. Tu sais, c'était une porte d'atelier, donc les gens, ils n'avaient pas besoin que ce soit très sécurisé. Donc même ça, il a fallu le refaire. On a dû doubler tous les murs et le plafond. Donc en fait, à l'origine, tu avais beaucoup plus de poutres encore que là. On les voit moins aujourd'hui, forcément. Donc ça, c'était galère parce qu'ils ont dû découper dans des poutres. Il n'y en a pas deux pareilles. Tout est tordu. Même plaquer les miroirs, ça a été un sketch parce que tout est à la découpe. Tout est dans sur mesure. Ouais. Donc ça, c'était assez lourd. Et par contre, on a voulu contrebalancer ces gros défis techniques où il n'y avait pas d'autre solution que de faire du sur-mesure en réinjectant des grands classiques Ikea pour la cuisine et pour tous les rangements. Donc, ce qui est rangement, caissons, etc., on a fait en sorte de ne pas faire de sur-mesure. On a rogné sur des choses qu'on aurait préféré avoir pour rentrer dans du standard, pour calmer la facture sur ces postes-là. Et on a activé 2-3 astuces que moi, je ne connaissais pas, que mon conjoint a apportées. Par exemple, ce qu'ils appellent les duos. Les duos, c'est l'électroménager double. Donc, dans l'équivalent d'un four, t'as en fait un mini lave-vaisselle et un mini four. Mais t'as les deux. Ouais, derrière toi, je t'ai pas encore montré mon four. J'aurais pas pensé four lave-vaisselle. Et moi non plus. J'aurais jamais associé l'électricité avec l'eau. Ouais, pareil. Et dessus, t'as la plaque électrique. Okay. Et ça nous a permis aussi de rentrer un tout petit frigo, mais qui a un vrai réfrigérateur intégré et pas juste le freezer. Oui. Tous ces petits niveaux de détail. Un vrai congélateur. Congélateur, et voilà. Donc il glace vraiment. Et après, il fallait faire rentrer... Tu vois, il y a un micro-ondes en plus, il y a une bouilloire, il y a une machine à café, il y a un grille-pain, tout notre matériel, des poêles, des machins. Enfin, il y a vraiment... Je voulais pas le truc vraiment où tu as 2 petites poêles sur une plaque qui vont mettre... Parce que moi, j'ai connu où tu fais cuire des pâtes, ça dure 40 minutes à peu près, mais ça chauffe jamais. À la fin, c'est tout gonflé. Donc voilà, c'est nos sujets. C'est un peu un appartement qui a un spectre assez grand entre de l'hyper sur-mesure et de l'hyper standard. Et puis après, placo, tu disais, et puis après, il y a eu tous les sujets peinture et tout ça. Tous les sujets rénovation peinture. Du sol. Le sol, on l'a gardé. Mais elles étaient OK? Tu les as rénovées ou c'était tout propre. C'était nickel? Non, elles étaient nickel, elles étaient bien entretenues. Les poutres aussi, elles étaient traitées, donc ça, c'était bien. Ouais, vous n'y avez pas touché? On n'y a pas touché. Après, ça a été l'éclairage. Comme en fait, on a découpé un espace qui était tout ouvert, il a fallu remettre des points de lumière différemment. Donc l'éclairage, on a pas mal réfléchi. Tu vois, t'as des choses en suspension, t'as des appliques murales, c'est rythmé différemment, c'est éclairé également dans la partie rangement dans les entre étagères, poutres, voilà. Dans les poutres. Là. Voilà, il y a un peu de rétroéclairage. Et le reste de la lumière, en fait, c'est les miroirs qui le font par rebond. Ils réfléchissent l'extérieur. Puisqu'en effet, il y a pas mal de fenêtres. Oui. Vous n'avez pas fait d'autres ouvertures? Non. Il y avait déjà tout. C'est-à-dire que je crois que le précédent propriétaire s'est fait assez plaisir. Il y a des ouvertures de partout. Donc, non, on n'est pas revenu percer. Non. Ok. Ouais. Et donc, dès ce moment-là où vous prépariez les travaux, on n'est pas encore dans les travaux, vous avez visualisé cet appart plein de couleurs? C'est venu vite? Ouais, c'est venu vite parce que à partir du moment où on a assumé ce marronasse, comme l'appelait mon père, de partout, on savait qu'il fallait contrebalancer très vite, très fort. Tu veux dire quoi? En laissant les poutres, la cheminée il y a beaucoup de marron chez nous. Si tu regardes, il y en a quand même une bonne dose. Et les poutres sont épaisses. Si t'en as une au-dessus de ta tête, tu la vois plus, mais je pense qu'elle fait un bon 38 cm, tu vois. Ouais, c'est gros. Ouais, et c'est costaud. Comme l'espace est petit, ces poutres, elles sont surdimensionnées. Donc oui, couleur, tu vois, jusqu'à la tête de robinet. On a voulu après dispatcher sur des touches à droite à gauche pour venir vraiment rehausser et rester dans notre époque. Et donc, chaque étape de l'appart, une couleur, pour contrebalancer rustique, moderne.
ciel gris, ciel bleu. C'est dans très la bien chambre, résumé. au-dessus du lit. Ouais, c'est très bien résumé. Et puis ancien, moderne, enfin ouais, voilà. Exactement, c'est un combo un peu perpétuel ici. Et après, dernière astuce, c'est on a mis tous nos rangements dans ce que moi j'aime bien appeler les zones froides. Donc c'est les moments de passage où tu ne fais que tourner les talons. Donc par exemple, tout à l'heure, quand je t'ai accueilli, t'es passé vite devant ce qui est finalement mon placard à manteau, mais t'as pas vu, il y a une machine à laver en dessous. Ouais, si, j'ai vu. Voilà, donc ça c'est une zone froide, t'as vu, tu feras jamais que passer, tu vas y passer une fois pour entrer, une fois pour sortir. Donc on a caché les rangements dans ces moments-là pour qu'ils soient pas prédominants sur les peu d'espace de vie qu'on a. Tu vois, il n'y a pas de rangement dans la partie où on est en train de dialoguer, il n'y en a pas non plus dans le salon. Et la dernière partie, elle est au bout de mon lit, donc pied de lit, donc il n'y a pas de raison que quelqu'un y stagne longtemps, donc c'est pas dérangeant. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai caché les rangements sur ces moments-là. Et grosse astuce que mon conjoint a trouvé aussi côté praticité, c'est que ce monolithe vert qui est donc mon bloc sanitaire, en fait, grâce à une astuce de fausse porte à galandage, dessert aussi bien un rangement côté cuisine que la porte pour s'isoler quand tu vas prendre ta douche ou si tu vas au WC. Ouais. Et ça, c'est la même porte. C'est la même porte. Donc quand le placard qui est en face de la cuisine est fermé, la salle de bain est ouverte. C'est ça. Ok. Et ça t'évite d'avoir un battant et qui aurait de nouveau perturbé la mobilité de ton corps en fait. C'est sûr. Et donc quand ça, tu on a fermes la salle de tout bain, ça. Le placard est ouvert, mais on s'en fout. On s'en fout. Voilà, donc ça, on a veillé à la spécialité comme ça qu'on puisse se mouvoir. Et c'est valable aussi pour la verrière puisque c'est une porte pas du tout standard. Elle est toute petite, elle fait 60 cm. Donc elle a pas du tout d'encombrement, ce qui fait que tu passes assez bien et tu viens pas buter dans le salon quand tu navigues. Clairement, ouais, elle est pas très large et en plus elle est légère. Elle est très légère, c'est du sapin. Vois, donc tu la manies facilement. C'est l'avantage aussi, je trouve, de miser sur la couleur, c'est qu'on peut se passer de matériaux de qualité. En tout cas, moi j'adore le sapin par ailleurs pour plein de choses, mais c'est du premier prix. Voilà. Donc même des étagères en placo, ça coûte moins cher que des étagères en menuiserie. Si c'est voué à être peint, il faut aller sur du médium ou du sapin. Ça permet de faire quelques petites économies. La couleur en ça, elle a un fort pouvoir, je trouve. Recouvrant. Ouais, j'aime bien, on dirait un très bon slogan. Non, mais je trouve qu'elle anoblit des choses qui le sont moins, et parce que le sujet, c'est juste la couleur. Donc ça, je trouve ça hyper pratique en règle générale. Ouais, c'est clair. Et au final, vous auriez pu avoir peur, tu vois, d'oser la couleur, entre guillemets, dans une petite surface comme ça. Parce qu'on dit souvent que le blanc agrandit l'espace. Ouais, c'est vrai. Donc vous auriez pu vous dire, on va miser sur le blanc partout. Mais non, vous avez parié sur autre chose, sur la création de plusieurs zones comme ça, dans ces 22 mètres carrés. Ah mon père te donnerait complètement raison. Quand mon père, je lui montrais les premiers dessins avec ce vert qu'il appelait le vert hôpital, il nous disait, mais vous allez pas faire ça. Parce que c'est une génération qui a connu visiblement des hôpitaux qui avaient ce type de couleur. Et vraiment, il n'a pas compris. Et justement, lui, il était dans cette optique, mais pourquoi vous faites pas blanc? Je comprends pas. Pour agrandir. Et ouais, pour agrandir. Je pense que ça, c'est vrai dans une certaine proportion d'espace. Mais là, on touche quand même au XXS. Donc, il y a un moment donné, le blanc sauve plus. c'est plus vrai du tout. Et on était à peu près convaincus qu'il fallait l'assumer. Et moi, d'ailleurs, quand je dessine pour des clients, quand ils ont des problématiques comme ça, souvent, le premier réflexe pour eux, c'est de mettre du miroir pour que ça disparaisse, d'essayer de camoufler, en fait. Et bien souvent, la conclusion finale, c'est d'assumer. Okay. Plus on a une grosse merde, presque plus il faut y aller. Parce qu'à un moment donné, à essayer de travestir, on vous voit. Et on vous voit encore plus. Faut y aller fièrement, avec panache, et dire non, la tête haute. Ça a toujours été un cul monolithe, c'était pensé comme ça, et je pense qu'on se découvre des astuces. Et est-ce que le choix des couleurs a été compliqué? Alors tu dis, ok, le vert, mais quel vert? Oui, t'as raison. Le bleu ciel, mais quel bleu ciel? Parce qu'il y en a 1 million. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Donc ça... Comment vous avez choisi? Alors ça, c'était cool. En fait, ce qu'on a fait, c'est que ça nous a été conseillé par la maître d'œuvre qui nous a suivis, qui est architecte par ailleurs. Ouais. Elle avait mis au mur des énormes aplats, des gros rectangles, tu vois, de bonne trentaine de centimètres qu'elle a laissé plusieurs jours. J'ai trouvé ça super pertinent de sa part pour qu'on le voit un peu par tout temps, par toute lumière. Et ça nous a permis d'avoir des évidences. Vraiment, on avait des évidences. Et moi, maintenant, je ne choisis plus aucune couleur en magasin. Jamais de la vie. Ah ouais. Trop de risques de se planter. Mais évidemment. Ouais. Donc c'est un truc que toujours je fais maintenant tout le échantillonner. temps. Voilà. Et c'était quoi ta sélection? Tu vois,
ta shortlist de bleus. J'avais 3 bleus, 3 verts. Que t'as pris où? Alors, donc ça, c'est des couleurs Plume? Oui, c'est chez Plume Living qu'on les a prises. On connaît pour l'air cuisine et tout, et agencement pour pimper les caissons Ikea. Mais ouais, ils sont trop bons là-dessus. Ouais, non, et puis, ils ont fait plein de produits du coup complémentaires. Il y a la peinture aujourd'hui, il y a des mitigeurs, il y a plein de choses pour la cuisine. Des plans de travail. Ouais, tout à fait. Des jolies façades en couleur, mais pas que. Ils ont aussi du bois. Il y en a pour tous les goûts. Donc ça, c'est assez quali. Et chez eux, moi, j'avais pris des verres. Notre objectif, c'était de ne pas avoir un vert pelouse. On cherchait un vert qui a un peu de bleu. Aujourd'hui, ce serait à refaire. On le ferait encore plus. Plus quoi? Une teinte au-dessus, tu vois. Un poil plus foncé? Un peu plus bleu. Ouais, un peu plus bleu. Pas exclure qu'ils se reprennent un petit coup de pinceau à un moment donné. Et le bleu, je pense que c'est un bleu qu'on va aimer longtemps parce qu'en fait, il est bleu-gris. Il y a un côté lavande. Ouais. Et en fait, les gens, chacun a une définition de ce bleu. Aujourd'hui, avec le gris, là, il est pas fatigant. Non, il est très joli. Voilà, donc, il est très doux. Je pense qu'on va le prendre longtemps avec nous. Et celui-là, le gros piège, c'était le bleu layette. Comme il est léger, il y avait... voilà. Et je voulais pas un bleu Pourquoi piège? Piège parce que les bleus, c'est la couleur la plus aimée. Donc tout le monde a du bleu, tout le monde visualise un bleu. C'est quelque chose de très commun, le bleu. Et justement, je voulais pas qu'il ait cet ordinaire qu'on attribue beaucoup au bleu. Et ce que j'aime dans ce bleu de Plume, c'est qu'il est un peu gris, mais pas froid, tu vois. Ouais. Et il n'est pas non plus turquoise. Ah non, pas du tout. Au contraire, il tire plus. Je pense qu'il y a pas du rose, mais je pense qu'il y a un petit poil de lavande, quoi. Ouais, il a quelque chose de plus éteint. Et d'ailleurs, t'as un pull matchy-matchy avec ma verrière, non? T'as fait exprès? Pas du tout. C'est pas tout à fait le même bleu. Franchement, t'es pas loin. T'irais très très bien dans ma verrière. Écoute, je vais m'installer. Voilà, bienvenue. Donc on a passé du temps sur ça. Ouais, t'en avais quelques-uns qui étaient très proches. Oui, qui étaient très proches. Et moi, mon angoisse, c'était de tomber dans une tendance. Je voulais pas tomber dans une tendance que j'allais détester en 2028, quoi. Ouais. Voilà, je voulais quelque chose qui tienne dans le temps. Et c'était valable pour les joints de carrelage. On a fait la même réflexion et c'est pour ça qu'on a fait des joints époxy, ce que les artisans détestent. Ils nous ont haïs, ils nous ont maudits parce que du coup, c'est des mélanges sur mesure, mais parce que c'était pas n'importe quel bleu ni n'importe quel vert qu'on voulait. Et qu'on sait l'importance de ces choix, parce qu'après, vous êtes bon pour refaire dans 3 ans. Et dans 3 ans, vous pouvez maudire un choix. Ça peut devenir urticant. C'est vrai, parce que les magazines tracent des sillons aussi de tendance. Et à un moment donné, on sature tous ensemble de quelque chose qu'on a trop exploré. Et c'est rare qu'il y ait des tonalités qui survivent après des énormes vagues de tendance. Donc ça, c'était une angoisse pour nous. On voulait quelque chose qui reste assez intemporel. Et c'est hyper dur, je trouve. En fait, de savoir, est-ce que j'aimerais ça encore dans 10 ans ? Est-ce que j'aime ça vraiment ou est-ce que j'aime ça parce que je le vois partout, parce que c'est à la mode en ce moment et Oui, est-ce qu'on a hacké mon cerveau ? Ça. Mais c'est pour ça que moi, je trouve quand tu te positionnes aussi par rapport à ton environnement, ça aide. Tu vois, ici, on voit les petits toits de Paris, donc c'est très... il y a le ciel et c'est gris. Donc moi, un bleu-gris, j'étais pas trop stressée. Je me disais, ça va le faire. Bon, le vert, c'est une autre histoire. Mais sur le bleu, en tout cas, j'étais à peu près sûre de moi, ne serait-ce que parce qu'il y avait une espèce d'harmonie déjà. Donc à défaut, moi j'avais étudié ça en Italie sur une année que j'avais faite en échange. Les architectes, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des échantillons de toutes les couleurs autour de l'environnement direct de la maison et ils faisaient le premier camailleux, le bord de départ comme ça. J'adore. Vous avez 80% de vert sapinette, vous avez 10% de tuiles, blablabla, et c'était le point de départ. Et après, ils étaient ou en positif ou en négatif de ce contexte. Pour l'intérieur de la maison, hein. Pour tout. Et toute la maison, ouais, l'extérieur, parce qu'ils l'intérieur. considéraient, de toute manière, quand t'es dans la maison, tu vois l'extérieur, t'es en dialogue, donc ils regardaient à 360 autour, dedans, et en tout cas, c'était le point de départ. Trop intéressant. C'était super intéressant. Donc, choix des couleurs, finalement, pas si compliqué, parce que ça peut être long et fastidieux parfois. Non, pas si compliqué. Et vous étiez d'accord ? Parce qu'en couple, ça peut être aussi... mais chez moi, le directeur créatif, c'est mon mec. Hein. Ah oui. C'est un fou. Non, c'est quelqu'un qui a une vision très précise.
Il a beaucoup de goût. Le mec qui explore Pinterest, c'est lui. D'accord. Non, il est très, très à la pointe. Tu sais que souvent, en fait, je trouve que c'est dans les couples hétéros. J'ai l'impression que c'est souvent quand même la femme qui... C'est pas qu'une impression. Moi je le vois, tu vois, tout le temps dans les personnes que j'interviewe. C'est beaucoup la femme qui a le lead sur aller chercher l'info, les décisions, et elle qui propose les idées, et on va choisir parmi ces idées, tu vois. Ouais. Quand elle choisit pas toute seule. Ouais, je vois. Si le mec s'en fout. Mais souvent, le mec, c'est moins un sujet qui l'intéresse. Et en fait, tu te dis, mais en fait, les travaux, c'est un sujet de femme. Ouais, non, mais je vois, c'est vrai, t'as raison. Souvent, souvent. C'est vrai qu'on est beaucoup dans ça. Donc, c'est cool de voir aussi un peu l'inverse, ou que c'est plus équilibré, ou que, en tout cas, lui s'intéresse aussi beaucoup aux couleurs. Ouais, c'est vraiment. On va dire que mon mec, c'est une femme comme une autre, alors. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai c'est chouette de voir que c'est pas toujours les mêmes. Non, complètement. Et il a une vraie. C'est un vrai binôme avec lui. Trop bien. Et c'est quelqu'un qui est pas du métier. Je dis ça parce que moi je trouve ça génial. Ouais, non, c'est un vrai plaisir et c'est une vraie chance. Il m'a beaucoup apporté alors que le type n'a jamais fait des études pour tout ça. Mais c'est quelque chose qui le passionne. Génial. Bon, ce chantier a fini par démarrer. Oui. Tout ça, c'était prêt, le choix des couleurs, tout ça, là Ouais. Avant que ça commence. Oui. Ah ouais, vous étiez nickel. Oui. C'était clair, il fallait choisir, comme je te disais, entre 2 ou 3 variantes pour chaque couleur. Mais on avait le... Tout était prêt. Ouais, on avait la gamme. Et ça a démarré. Il s'est passé quoi le jour 1 du chantier ? Jour 1 du chantier, classique, bâchage, nettoyage, t'as l'impression que ça démarre pas, en fait. Mais ça, moi, je le savais. Oui, moi, je connaissais ça. Mais là, j'étais encore pas trop enceinte, donc ça le faisait. J'avais encore un peu de mobilité. Et ça, moi, je connais bien. Quand je fais des installations de boutique, je sais très bien que les premières heures ou les premiers jours sont un peu inertes pour les personnes qui font pas partie de l'équipe. Il y a beaucoup de déplacements de corps, de machines. Il y a des trucs qui bougent, mais ça n'avance pas. C'est une installation de chantier. C'est marrant parce que moi, souvent, on me dit jour 1, tout était démoli, je reconnaissais plus ma maison. C'est vrai, dis donc, mais quelle efficacité. Non, nous, c'était vraiment, ils ont pris... En fait, ils avaient quand même un gros sujet, c'est que c'était ridiculement petit. Donc, ils ont passé du temps à savoir où ils mettaient les machines, comment ils faisaient pour pouvoir passer les corps de métier les uns après les autres sans se buter dessus. Ça a été un vrai sujet. Gérer la petite surface pour les artisans, pour les déplacements, des outils. Oui. Ils étaient embêtés, tu vois, où est-ce qu'on stocke. Pour pas se gêner. Et donc, ils avaient une chorégraphie millimétrée de aujourd'hui, c'est le maçon. Ouais. Donc, viens pas m'embêter. Moi, aujourd'hui, je pète tout, j'ai besoin de mettre de la poussière, ne viens pas. Donc, en fait, c'était un chantier serein parce que assez peu multi-orchestre. Il y avait souvent 1 ou 2 corps de métier, mais pas plus à la fois. De toute façon, ça rentrait pas. Et puis, il y avait une bonne entente, une bonne ambiance aussi, parce qu'on n'avait quand même pas d'électricité du tout. C'est un appartement qui n'était pas raccordé. Donc, même une fois qu'on avait installé le compteur, il n'y avait pas de jus. Donc, c'est notre voisin qui a été hyper gentil, qui nous a tiré un câble. Pendant 3 mois, on a pompé sur son compteur, voilà. Théo, qu'on remercie, et qui a un bonheur de voisin aujourd'hui. C'est vraiment un appartement qui était auréolé de bonnes âmes. Et il faisait aussi rénover son appartement. Donc, il y a eu beaucoup d'entraide entre nos 2 équipes respectives. C'était très chouette, très collégial. Donc, il y avait aussi la possibilité de mettre des machines sur le perron. Ça embêtait pas trop. Tu vois, il y avait la tolérance. Là, tu gênais personne. Voilà. Donc, premier jour, c'était prise de marque de comment on fait. Installation petit à petit. En fait, c'était une pièce, tu vois. Ouais. Les mecs, ils venaient refaire tout un appartement, mais dans une pièce. Donc, ils ont passé beaucoup de temps à réfléchir à ça. Et après, ça a vite enchaîné. De toute façon, il y avait 3 mois montre en main de rétro-planning. On n'avait pas la possibilité de glisser plus parce que accouchement, mais aussi on rendait l'appartement, l'autre que l'on avait, on avait donné le préavis. Donc en fait, on était à la rue s'ils ne livraient pas dans les temps. Au pire, vous étiez à Marseille. Ouais, mais nous, on a notre activité... Fallait peut-être pas trop le dire, ça. Non, mais même pas. Mais c'est juste qu'en vrai, nous, on vient quotidiennement à Paris. Paris, c'est vraiment notre maison. Donc, on n'allait pas squatter en étant enceinte à 2, chez des copains trop longtemps. D'accord. On avait une petite semaine de tolérance ou 15 jours. Mais il fallait que ça sorte. Et tu as accouché à Paris ? Et j'ai accouché à Marseille. Ok. Et quand t'as accouché, t'es pas restée genre 2-3 semaines à Marseille tranquille quand même ? Non, vous bougiez encore comme ça ? Je me suis arrêtée de travailler 3 jours avant d'accoucher. Donc, jusque-là, j'étais encore dans des trains. Et après, congé mat de 3 mois à Marseille. Ok. Ouais. Oui. Là, de toute façon, j'étais plus en état. Donc, ils auraient pu
tu vois. Oui, mais il y avait un delta. Mais fallait pas le dire. Ouais, non, mais de toute manière, eux-mêmes, ils avaient envie que ça s'arrête. Ils me voyaient enfler. Je pense qu'ils commençaient à paniquer. Peur. Ouais, même ils me prenaient très au sérieux. Moi, quand j'arrivais, qu'on me voyait, on se disait, oulala, oui, faut caler une maison, la dame. non, c'était très crédible. Déjà, je passais que de profil dans la petite porte, tu vois. Donc, ouais, non. Trop drôle. Non, de face, du coup, pas de profil. Oui, je me souviens que j'étais un peu là. Ah, c'est joli, boum. Oh, pardon, monsieur. Attendez, oui, vous avez une machine là. Bon, finalement, je sors. Et alors, comment se sont passés ces 3 mois ? Franchement, hyper fluide, grâce à la maître d'œuvre qui a fait un boulot exceptionnel de suivi. Génial. Le côté reporting hebdomadaire, tous les vendredis, elle venait, elle y consacrait 1 ou 2 heures. C'était très qualitatif et je trouve que ça, c'est très gratifiant et très sécurisant. C'est quelqu'un qui pouvait relever à l'instant T tout de suite ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait déjouer. Et quand il y avait des trop gros blocages, on venait. Ok. On venait tout de suite. Pas toutes les semaines, non, en tout cas. Non, on venait pas toutes les semaines sur le chantier. Vous veniez quoi, 1 fois ou 2 par mois ? Ouais, je pense qu'on a dû faire ça comme ça. En fait, on voulait pas les embêter. On était à Paris pour nos activités pro, mais on voulait pas les embêter. Hein. Franchement, c'était impraticable. Le soir. Ah, vous passiez le soir ? Non, on passait le soir. D'accord. Mais tu vois, de voir les avancées et tout, oui, quand même. non, mais on suivait. Mais moi, quand même, je trouve que les chantiers, il y a quand même des gros moments où ça bouge pas. Et puis, tu sais, un chantier, enfin, tu le sais mieux que moi, c'est jamais continu. Les mecs, ils sont sur plusieurs chantiers en parallèle. Donc, tu as des gros moments, tu passes, il n'y a plus personne depuis 15 jours. Et c'est tout à fait OK dans le process, mais tu as quand même des grands moments où tu te dis je repasse pas parce qu'en fait, ça n'a pas bougé. Donc, non, par contre, on venait dès le lendemain, dès qu'il y avait un blocage, pour que ça pourrisse pas et qu'on débloque très vite avec eux et qu'on prenne pas du retard là-dessus. C'est ce qui a permis de tenir aussi le planning, c'est qu'on a été très réactifs. Et tu m'as dit que les artisans vous ont vachement aidé et ont été vraiment force de proposition sur des petits blocages comme ça, des astuces. Ouais, j'ai trouvé que tu vois, par exemple, sur la verrière, nous tout de suite on a dit qu'on n'allait pas se payer une verrière à 8 000 € sur mesure en métal. On n'avait pas le budget. Ou en bois. Quand on a dit on va la faire en bois, nous on avait trouvé des références, donc on savait que ça existait. Il y a quand même plus d'un artisan qui aurait pu dire vous me fatiguez. C'est soit métal et on l'a fait faire par un ferronnier et ça va être nickel, et je vais pas m'embêter avec plein de tasseaux, quoi. Oui, parce et le mec a accepté de l'envisager. Et c'est lui qui l'a faite ? Ouais, c'est son menuisier qui l'a faite. On a dessiné les plans, mais il y a quand même un travail de prise en sandwich de plaques de verre. C'est comme tout, c'est pas compliqué, mais dès que c'est hors standard, c'est du temps en plus. Hors habitude. Bah ouais. Parce que cette verrière, du coup, qui délimite le salon et la chambre, donc elle est faite avec des plaques de pin, des tasseaux, une porte que vous avez créée aussi vous-même, comme ça. C'est vissé dans Vous avez tout fait découper chez Leroy Merlin sur mesure, un truc comme ça. Ça, c'est lui qui a fait. Ça, j'ai pas les détails, mais il a commandé le bois, il l'a usiné. C'est vissé en bas et en haut, et au milieu, c'est clouté. Voilà, et t'as des tasseaux qui sont des tasseaux d'apparat, c'est de la décorette pour donner un peu d'épaisseur, parce que sinon une épaisseur de, je sais pas moi, 12 mm suffisait. Et c'était, je pense, ça aurait donné une qualité perçue moindre. C'est ça, là ça fait un petit côté un peu plus cossu. Ouais, et puis c'était pour sécuriser le verre, parce que tu vois, ça il l'avait jamais fait, il nous disait... vous mettez un mauvais coup de coude dans la nuit ou quoi. Il ne faudrait pas que ça finisse en morceaux sur le lit, quoi. Exactement. Et ça vous a rien coûté, du coup 2 fois moins. Ouais. 2 fois moins. Tu te rappelles combien ? Je crois qu'on est passé de 8 à 4 000. Oui, parce que c'est le menuisier qui l'a fait. T'imagines bon, et tu vois, il y a une belle hauteur. Hein, le point le plus haut, il y a de la surface. Je sais pas, il doit y avoir 4 mètres. Je sais pas si j'exagère un peu. Oui, un petit peu, je pense. Oui, mais ça, c'est parce que je viens de Marseille. Peut-être 3 mètres 50. Quasi 3 mètres, je pense. Ah, 3 mètres, c'est décevant. Tu vois, on se croit vivre dans des trucs, mais pas du tout. Dans des palaces. Bon, mon avis, attends. Ouais, mon avis, tu vois, le soubassement, il fait 1 mètre. Ouais, 2. Je pense que t'as presque 3, quoi. Oh non, c'est toi. Oh, regarde, c'est toi qui manque d'ambition. Regarde. 1, 2, 3. Non, mais tu comptes la partie au-dessus des vitres ? Ah, évidemment. Ah, oui, alors là, t'as 4. Ah, bien sûr. Voilà. Ah oui, parce que là, c'est pas du placo au-dessus. Non, c'est aussi toujours ça, du bien bois. sûr. Ouais. D'accord, le petit triangle au-dessus des parties vitres. Ouais. D'accord. Voilà. En effet, t'as 4 mètres, je te confirme. Pardon. Me voilà soulagée. Oui, donc sur ça, ils ont été plutôt... tu vois, ils ont suivi. Positifs. Oui. Et tu vois, t'as des artisans, en effet, qui auraient pu dire, allez vous faire voir. Oui. Non, franchement, ils ont été trop cool. Même le miroir du fond, ça les faisait chier.
Ils ont collé ça sur le placo, du coup ? Ils ont collé sur une plaque de bois. Pareil, pour garantir que ça... Tu sais, il y a quand même toujours un peu d'aspérité sur du placo. Ils avaient peur de ça. Ça, j'ai apprécié leur vigilance. Donc, ils ont remis une épaisseur de bois, parce que là, entre le miroir à gauche et toutes les vitres à droite, c'était dangereux dans le lit. Exactement. Mais tu vois, si tu regardes dans le détail, le miroir, il est découpé autour de la poutre. Un enfer pour un miroitier. Ah oui. Et même la prise de cote, elle était compliquée. Dans le miroir. Et tu as bien raison, il y a 2 appliques, une sortie d'électricité pour le radiateur. C'est un mur. Tout vitré en miroir. Ouais. Génial. Donc vraiment, j'ai apprécié. C'est des gens qui ont été très agiles. Donc ça, c'est un miroitier qui est venu faire ça. Oui. D'accord. Tout à fait. Et tu vois, ça nous a coûté 500 ou 800 €. J'ai plus le montant, mais de cet ordre-là. Meilleure décision de cet appartement. Ça change tout. Voilà. Et je te faisais la blague tout à l'heure au prix du mètre carré à Paris. Franchement, du miroir et du mètre carré. Ouais, voilà. Ça les vaut vraiment dans des petites surfaces. Et donc, t'en as un autre en rebond qui lui répond et qui fait un peu l'effet cage d'escalier, un cage d'ascenseur. Au bout de la cuisine, là. Voilà. À côté de la fenêtre. Et ça te perd définitivement. Et je pense que tu le considères plus spontanément dans un temps 1 comme miroir. C'est vraiment une super idée. En effet, j'imagine si c'était juste un mur blanc, ça n'aurait pas du tout la même profondeur. Pas du tout le même appartement. Et souvent, on se fait un peu impressionner parce que les prix des miroitiers, c'est très cher. Tu te dis, 500 € du mètre ou 2 mètres, un truc comme ça, ça chiffre vite. Mais alors, c'est fou les gaps que vous pouvez avoir. L'impact du miroir, et encore là, c'est un miroir clear normal. T'as des fumées magnifiques, t'as des miroirs des bleus. piqués à l'ancienne. Et il se passe vraiment quelque chose. Et souvent, on me dit moi, je préfère investir dans un Velux. Ça se réfléchit. Un Velux, c'est extrêmement cher. Et le miroir, c'est pas aussi... le même objectif. Moi, par exemple, il me ramène aussi de la lumière. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu fais un peu d'une pierre deux coups. Ça dépend ce que t'as à côté, mais ça me double... ça me double la fenêtre. Elle n'existe pas, la deuxième. C'est juste le reflet. Ouais, c'est vrai. Donc, le miroir, c'est un vrai bon truc. T'as acheté une deuxième fenêtre, 500 €. Tu vois? Non, mais c'est vrai que là, ça change tout. Je pense que tu gagnes 10 mètres carrés je pense psychologiquement, que tu visuellement. serais fatigué sans ça. Et ça, c'est une idée de vous? Les miroirs? Ouais. Oui. Ok. Ouais. Mais les artisans, sinon, ils étaient assez aidants sur trouver des idées pour... Au niveau de l'optimisation de l'espace... Ça, on a été autonome. Alors, c'est quoi vos astuces? Tu nous en as donné quelques-unes. Donc, découpage par la couleur, la répartition des spots lumineux, l'usage du miroir, on l'a vu, cacher la tripaille dans un geste fort créatif. La tripaille, tu veux dire? La tripaille électrique, tuyaux, les technique, câbles. tous ces trucs-là, dans un geste fort créatif. Et après, on a passé beaucoup de temps à choisir notre mobilier pour, pareil, parce que ça, c'était difficile, parce que entre trouver un canapé confortable, donc assez grand, ça rentrait vraiment au centimètre près, et en même temps des assises secondaires toutes petites, parce qu'on ne pouvait pas avoir des fauteuils standards, on pouvait pas... Il y avait une espèce d'ambivalence entre quelques pièces normées, comme le lit, le canapé, qui est un lit coffre, tu vois, dans lequel on a bourré... il y a des rangements, il y a plein de fringues dedans. Il y a surtout tout notre linge de maison, il y a notre aspirateur, ces gros machins qui prennent beaucoup de place, les oreillers, des couettes de rechange, des choses comme ça. Et le tout petit mobilier secondaire, donc tu vois, des petits guéridons, un petit sofa, et tout est bifonctionnel. C'est-à-dire, le sofa, c'est aussi notre repose-pied. Le guéridon, il sert de... Parce qu'un repose-pied est évidemment indispensable. Indispensable. C'est-à-dire, tu veux dire quand t'es sur le canapé? Quand t'es sur le canapé, on le tire et ça nous fait repose-pied, comme il n'y a pas de canapé d'angle. Mais j'en ai pas, ça va pas du tout. Mais t'as peut-être un canapé d'angle? Non. J'aime pas les ça te manque à la vie. Donc ça, on a il faut que je m'en trouve. Celui-là, il est assez pratique et il permet aussi de faire assise ponctuelle quand on a du monde. Oui, carrément. Le guéridon, il termine très très vite en tabouret quand on a du monde et blablabla et blablabla. Et c'est comme ça un peu pour tout. Vous avez quand même un vrai fauteuil, le fauteuil en rotin à une dimension normale. Dimension normale, trouvé dans une poubelle, donc trop pratique. Voilà. Vous l'avez repeint? On l'a repeint. Voilà, on lui a fait une petite fraîcheur. Et c'est le seul qui a une vie, somme toute ordinaire, dans l'appartement. Mais oui, après, tu as beaucoup d'éléments qui sont bifonctionnels. De partout. Sous le canapé aussi, c'est toute la zone pour notre bébé. Donc, c'est là qu'on stocke les couches, l'hygiène, tous les produits que tu peux avoir cosmétiques pour un bébé. Son garde-manger, il y a une partie qui est là. Les jouets. Les jouets, les voitures horribles en plastique. Il y a des jouets dessous. Il y a des jouets. Mais j'ai pas vu. Il y a tout son petit univers. Okay. Et tu vois, le canapé, il est pratique parce que quand t'enlèves les coussins,
On peut les caler dans le creux à gauche. Bon, c'est un peu difficile à expliquer, mais en gros, ça lui fait un prolongement de banquette. Ça lui fait un lit. Ouais, ça lui fait un vrai lit. Il dort là. Donc, on avait pris aussi une dimension, là aussi, de banquette qui puisse grandir avec lui. Il pourra y être ado, il passera encore. Voilà, okay. Il y a un moment, ça fera trop petit, mais voilà, donc il y a tous ces trucs-là. Et par exemple, dans la bifonctionnalité, dans la chambre, tu as une télé qui est cachée dans le placard, qui se tire sur un bras et qui rentre. Mais je n'ai pas vu ça. Parce que je suis de cette vieille génération qui kiffe la télé encore. D'accord, dans la chambre. Dans la chambre, ouais, exactement. Et donc, il y a des petites astuces comme ça. J'ai pas vu ça, en même temps, j'ai pas ouvert les placards de la chambre. Non, mais c'était fait pour. L'idée, c'était que tu ne la vois pas, ça reste un objet assez disgracieux et qui prend beaucoup trop d'espace. Mais il y a pas mal de choses comme ça. Ouais, puis l'électroménager dont tu parlais. Four / lave-vaisselle, ça j'ai jamais vu. Voilà. Ok. Ouais, il y a pas mal. Et après, c'est les étagères un peu partout, dès qu'on peut, dans les poutres. Bourré de partout. Cet espace-là dont on parlait tout à l'heure, à droite de la cuisine, dans les poutres, vous avez créé des étagères qui ont pas mal de profondeur, où vous mettez beaucoup de choses, plein d'ustensiles de cuisine, même en fait, il y a de la jolie déco. Vous avez la place d'exposer de la jolie déco. Oui, complètement. Mais ça, j'avais vu ça chez quelqu'un qui disait quand on est dans un petit espace, il faut que tout soit joli parce que potentiellement tout déborde ou tout est visible. Donc elle avait même investi dans des jolies fourchettes, tu vois, un joli service, voilà, de sorte que si à un moment donné c'est visible, ça reste présentable. Donc tu vois, t'as des boîtes de pâtes et de machin. J'ai un peu investi dans des jolies boîtes en métal coloré en me disant j'ai pas envie de cacher mes pâtes. Ouais. Voilà. Non, les pauvres. Comme ça. Mais faut zéler. Donc l'idée c'était ça, acheter un petit peu d'électroménager, tu vois, métal, pour que ce soit pas en plastique et que ça puisse rester dehors. Donc en fait c'est un espace bourré de contraintes. Bourré de contraintes. C'était vraiment un casse-tête au début sur tout ça. C'était un vrai casse-tête. Surtout pour pas terminer comme un peu ce que vous proposez à l'Archi à la base, je crois, terminer en studio, ce que vous vouliez surtout pas. Exactement, surtout pas. Et vraiment, on était arc-boutés sur on aura une chambre, coûte que coûte. Quitte à réduire notre espace de vie, il nous faut une chambre. Ça, c'était hyper important. Et une salle de bain fermée. Et une salle de bain, tu vois, t'as deux espaces. On a mis volontairement les WC le point le plus loin de la chambre. Oui. Pour que tu puisses aller dans un moment un peu serein. Tranquille, voilà. Isolé. Ça, c'était mesuré aussi en ce sens-là. Est-ce que tu as des bonnes adresses à partager d'artisans, de marques, de fournisseurs, tu vois, même de mobilier, de déco, que tu aimes bien, que tu as aimé intégrer dans cet appartement et que tu recommandes les yeux fermés? Oui, spontanément quand même, moi je me suis bien appuyée sur Plume Living. J'ai trouvé qu'il y avait des belles gammes chromatiques, c'est quand même des beaux spécialistes de la couleur. Donc s'il y a des problématiques de couleur pour un intérieur, je trouve que c'est intéressant d'aller les voir, aussi parce qu'ils combinent bien. Si t'es intéressé par la cuisine, ouais, ils ont les façades de la même couleur. Ils ont des façades, mais tu vois, ils créent des environnements autour. Certes, ils font essentiellement de la façade de cuisine, mais pas que. Maintenant, ils font des placards, etc. Ouais. Et dans leur présentation, ils travaillent ça en 360, donc ça donne des idées. Je trouve qu'au-delà de la couleur, c'est un petit Pinterest de la couleur, je dirais. Ça, c'est assez intéressant pour... Et la gamme de couleurs est assez large. Oui, elle est large. Donc ça, je recommande. Moi, j'ai adoré un plus petit acteur aussi que j'ai découvert à Marseille, qui est Carré Créatif, qui est mon carreleur attitré aujourd'hui. C'est eux qui m'accompagnent sur tous mes projets d'archi. Et c'est avec eux aussi que j'ai travaillé les fameux joints de couleurs qui sont si caractéristiques de l'appartement. Dans la cuisine, il y a des joints bleus et il y a des joints verts dans la salle de bain. C'est ça. Donc, par terre et sur les murs. Par terre et sur les murs. Et c'est avec eux, ils ont une vraie souplesse, ils vous prennent au téléphone. C'est bête, mais moi j'adore ça. Non, mais je trouve qu'il y a un vrai truc. Moi, tous ces trucs où vous faites les 3D en ligne, etc., c'est bien ponctuellement, mais il y a un moment donné, j'aime qu'on passe ensemble sur un bureau, qu'on regarde les matériaux, et ils prennent ce temps. Vous allez toucher les carreaux, ils vous accueillent des heures. Hein. Ils peuvent vous accueillir. Il y a un showroom à Marseille, okay. Mais ils peuvent vous envoyer des échantillons si vous n'êtes pas à Marseille. Et c'est la vraie PME dans toutes ses qualités. C'est familial. Ils ont du conseil, ils ont l'habitude. Selon votre expertise ou pas, ils savent s'adapter. Et la faïence vient de chez eux aussi? Oui, tout notre carrelage vient de chez eux.
Et c'est eux qui, par exemple, nous ont dit attention, c'est pas facile les joints à l'époxy, c'est un travail sur mesure, ça sèche vite, donc ça prend vite, donc il faut aller vite, donc il faut un artisan aguerri. Donc ça nous a permis, avant de commander, de quand même sonder notre artisan en disant est-ce que tu te sens ? Et d'ailleurs, sa première réaction, ça a été flemme. Je vais le faire parce que c'est vous, mais flemme parce que c'est un peu une prise de risque. Et voilà, exactement, c'est chiant et ils doivent refaire beaucoup. Il faut tout de suite trouver la bonne quantité. C'est quoi le principe ? C'est que tu fais ta couleur. Tu as un pigment que tu rajoutes dans une colle, donc dans une mélasse qui t'est vendue toute faite. Et le problème, c'est que ce pigment, c'est comme quand tu fais des crêpes. Si en fonction de la quantité que tu mets de farine, c'est plus ou moins pâteux. T'as des grumeaux. Ouais. Et donc, si tu fais une deuxième fois de la pâte à crêpes, elle va être différente. Mais sauf que là, ça pardonne pas parce que si tu as déjà mis une première couche, faut pas que l'autre soit bleu foncé alors que tu avais démarré avec un bleu ciel. Et ça les stresse parce qu'ils sont jamais très sûrs de retrouver exactement le même dosage. Or, il existe des joints standards sur des couleurs prédéfinies déjà tout faits. Et ça, ils préfèrent. Le seul problème de ça, c'est que la palette est toute petite. Il n'y a pas beaucoup de bleu. Il n'y avait pas le bleu que tu voulais. Eh ben non, il y avait un bleu que j'aimais pas du tout. Il y avait un vert que je trouvais pas beau. Donc, c'est là où je lui ai dit, viens, est-ce que tu peux te dépasser un peu et ça sera OK si tu te rates. Voilà, en mettant ton le, et il a fait un travail magnifique. Mais il m'a dit, j'y ai passé 3 jours. Ça a été une vraie prise de tête. Il a jeté des seaux. À chaque fois. Il a refait. Moi, je lui avais donné le Pantone que je recherchais et il voyait bien qu'il avait trouvé des bleus, mais que c'était pas le mien. Donc, il a refait jusqu'à trouver. Et quand il a trouvé, il m'a fait la photo. Il m'a dit, on y va ou pas ? Et là, il a fait un gros saut. Mais tu vois, quand j'ai eu un petit joint qui a cassé, quand tu le rafistoles, il y a un petit décalage. C'est pas très grave, mais il faut avoir ça en tête. En tout cas, c'est Carré Créatif qui nous a accompagnés sur la matière première, sur le choix des carreaux, etc. Ok, super. Et super suivi. Et adresse, dans toute la France, il n'y a pas de problème. Partout. Oui, ils livrent partout. Et c'est de la faïence qui vient d'Italie, donc c'est de la belle qualité. Ils ont des premiers prix portugais, mais moi, j'aime bien que ce soit du Made in Europe. Carrément. C'est chouette. Le troisième acteur qu'on adore, c'est The Wood Gallery. Donc, ils sont à Paris. Vous pouvez aller les voir, il y a un showroom dans le nord de Paris. Et en fait, ce sont des distributeurs de mobilier. Ils ont du design très éclectique que moi j'adore. Vous pouvez trouver des jolies pièces contemporaines, décalées, très fortes, des gestes créatifs forts, comme des grands classiques du design. Donc tu vois, là, le tabouret rose que j'ai, c'est un Ettore Sottsass, je l'adore. C'est édité chez Cartel. C'est vraiment une pièce emblématique. Je l'ai prise de chez eux. Et tu peux prendre des trucs chez eux qui n'ont rien à voir d'un designer très contemporain. Et pareil, moi j'aime bien, belle qualité d'écoute, de conseils. Ils peuvent te faire le panier avec eux, tu vois, en ligne, en fonction des dispos et tout. C'est super agréable. Et surtout, ils ont un bel œil. Moi, j'adore la qualité des pièces. J'y vais, à chaque fois, je repars, je suis contente de ma sélection. Donc... Mais c'est rare parce que souvent, tu as des belles sélections, mais éclatées sur plusieurs distributeurs. Donc, tu vois, tu dois faire une shopping list croisée. Oui. Là, quand tu fais un chantier, c'est fatigant. Avec eux, ils ont une telle variété. Ils ont des entrées chez tous les éditeurs. Tu es sûr que tu retrouves tout. Comme tu aurais pu faire un peu chez Sina, un peu chez Roche-Beaubois, un peu chez machin. Eux, ils peuvent tout te centraliser et te gérer une livraison unique. Donc ça, je le recommande. Et moi, je les refais travailler sur d'autres projets. Super. J'en suis très contente. Eh ben, c'est parfait. C'est 3 bonnes adresses. Ouais, bonnes adresses à aller les yeux fermés. Merci beaucoup. Est-ce que si je te dis fournisseur pour salle de bain, toilette, lavabo, douche, tout ça, robinetterie. Ouais, je me souviens que là-dessus, on commençait, nous, à toucher le fond de nos enveloppes de budget. Donc, on a commencé à faire un peu du premier prix sur des standards. On a fait du Leroy Merlin assez classique. On avait eu un warning de l'architecte qui nous avait dit vous verrez à l'usage dans le temps, mais ça peut un peu péter, ça peut des revêtements de surface. Pour l'instant, ça tient bien. Donc là-dessus, je vais peut-être être moins force de proposition sur des recommandations parce que moi, je l'ai expérimenté sur, on va dire, du bout de course. Donc, je ne raisonnais plus par la qualité. Marche. Mais tu vois, sur un projet que j'ai en ce moment, sur tout ça, robinetterie, sanitaire, machin, là, je m'essaye à peindre. Il y a quand même pas mal de tutos, tu vois, où tu peux peindre de la faïence. Tu peux repeindre des vieux lavabos ou des vieilles baignoires que tu aurais cassées, arrachées. Et si tu veux faire un peu d'économie, parce que par ailleurs, elles sont juste désuètes, mais fonctionnelles,
en étant précautionneux, faut de la délicatesse parce qu'il faut pas qu'il y ait les traces de pinceau, mais il y a quand même pas mal de systèmes de vernis et de palettes de couleurs qui se sont bien agrandis. Génial. Voilà, et que tu peux... T'as une marque, un site à Franchement, recommander ? tu vas chez Castorama ou Leroy Merlin, ils le font maintenant. Ah ouais. Et t'as des gammes de couleurs un peu façon Marie-Antoinette, tu vois, tu peux retrouver tu peux faire des lavabos bleu ciel, rose. Moi, j'aime bien, je trouve que ça ramène quelque chose... que d'habitude, on n'associe pas à la couleur. Ça peut être intéressant et c'est pas cher. C'est pas cher, par contre, huile de coude. Oui, voilà, là, faut bosser. Tu gardes l'existant, c'est top. C'est top de aussi pas toujours... casser, tout refaire à zéro. Luminaire sans hésiter. Je pense que tu as des bonnes adresses. Ouais, tu sais, tu les as repérés en arrivant. Nous, on a tout pris chez Quincaillerie Moderne. Oui, il me semblait. Alors moi, j'ai vu les appliques dans la chambre, sur les miroirs. Je me suis dit, ça, c'est la Quincaillerie Moderne. En effet, les suspensions ici aussi, dans le salon. Non, mais tout. La maison est... D'accord. C'est un showroom pour Quincaillerie Moderne. Moi aussi. Et ce que j'ai apprécié, c'est pareil, tu vois, c'est le côté... quand tu suis en chantier, il faut un interlocuteur qui le gère de A à Z. Retard de livraison, ils ont eux-mêmes appelé pour préciser et réenvoyer un paquet. J'ai beaucoup apprécié parce que quand on est dans un chantier, on a vraiment beaucoup de choses en matière première à gérer et super qualité sur des matériaux comme de la faïence, du verre soufflé et des cannelures. Ça, j'ai été hyper agréablement surprise quand je les ai reçues. C'est vraiment des belles pièces allumées, mais surtout éteintes. Mais ça joue. Aussi un luminaire qui a son charme sans la lumière. Ouais, c'est clair. Bon, et quand ça a été fini, décoré, meublé, ça donnait quoi ce résultat et ça donnait quoi ces couleurs surtout ? Est-ce que c'était ce que vous aviez imaginé ? Est-ce que c'était aussi beau ? Est-ce que c'était encore plus beau que ce que vous aviez imaginé ? C'était... on est 2 contrôle fric, on va pas se cacher. Donc, il n'y a pas beaucoup de place à l'imprévu quand même chez nous. C'était ISO avec ce qu'on rêvait, mais c'était incarné. Donc ça, c'était superbe. Et surtout, moi, j'attendais beaucoup de voir l'usage qu'on en avait au quotidien. Est-ce que c'était juste beau, mais impraticable, fatigant ? Est-ce qu'on s'était trompé, en fait, sur ces optimisations ? Est-ce qu'en fait, ça restait trop petit ? Sur l'aménagement de l'espace. Ouais, voilà. Okay. Est-ce que malgré toute cette réflexion... c'est un lieu où on ne fait que passer parce que ça reste exigu. Bah, pas du tout. Oui, vous avez plaisir à y venir, à y rester. En famille, pas qu'à 2. On y vient aussi parfois avec nos parents. Enfin, on peut être très nombreux là-dedans. Où dorment-ils ? On se débrouille sur la banquette. Ouais, voilà. Mais au pire, tu prends les parapluies pour Caïs. Voilà, exactement. Mais ça se fait bien et ça fonctionne. Voilà. Et c'est chouette parce que pour toutes les générations de la famille, tout le monde s'y retrouve. Je vois, on a des parents qui ont environ 70 ans. Il leur faut un peu de confort quand même. Bah oui. Et ils l'ont. C'est un canapé lit du coup, le canapé ? C'est juste une banquette. Ok. Mais elle est, franchement, elle est bien. Tu mets 2 personnes ? Non, une seule. Mais on peut y être comme ça à plusieurs et ça peut pas durer des jours. Mais ça, finalement, il y a quand même ce petit truc familial dans un appartement qui est tu peux recevoir. Je peux recevoir. On a fait des petites soirées avec des amis. Qui sont restés dormir. Ça le fait. Non, mais ça le fait. Donc voilà, ça, c'est pour moi la vraie belle surprise. Elle était sur l'usage. Vraiment, est-ce qu'on est sur une page de magazine et en fait, derrière, on se cogne. Ça n'est pas que beau. C'est aussi en tout cas, nous, chouette à vivre. On pratique sincèrement au quotidien et c'est vraiment notre maison. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit c'est pas vrai, je te crois pas, tu vis pas dedans. Quand ça a un peu rayonné, les gens pensaient qu'on n'y vivait vraiment pas. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment petit. Parce que quand vous dites à quelqu'un on est une famille de 3 personnes dans 22 mètres carrés, je comprends qu'on se pose la question de la véracité. Bah non, parce que déjà c'est la moitié de la semaine. C'est la moitié de la semaine, mais même sur une moitié, je pense qu'on... Et puis vous avez un petit enfant. Oui. Tu vois, vous n'êtes pas non plus c'est un petit format famille nombreuse. Non, bien sûr. Avec un chien. Non, mais je pense que les préjugés ont la vie dure et on projette aussi certains scénarios ou volumes d'espace, etc. Et non, nous, c'est vraiment... on le pratique vraiment. Enfin, c'est vraiment la maison. Je vais aller voir dans les placards s'il y a vraiment des affaires. on peut se mettre au défi. Et donc, la couleur, en tout cas,
Vous vous êtes pas dit, qu'est-ce qu'on dit vos proches, tu vois, ton père là, qui disait pourquoi vous avez pas mis du blanc, c'est quoi ce verre hôpital, il a dit quoi en vrai? Il a dit, vous avez bien fait de pas m'écouter. Non, il apprécie beaucoup, il adore venir ici, dès qu'il peut, il vient, c'est un plaisir pour lui, et au final, on y est tous bien. Ouais, et puis je pense que ce travail sur la couleur est un vrai pari réussi, quoi. Et bien justement, est-ce que vous avez atteint l'objectif que vous étiez fixé sur cette rénovation ? Ouais, complètement. Et on fait jamais rien tout seul, hein, donc c'est avec la complicité d'artisans de l'équipe. Vraiment bons, d'une maître d'œuvre qui a accouché au sens figuré, mais de ce projet aussi à nos côtés. Mais non, oui, franchement, on s'émerveille régulièrement. Souvent, on se pose avec Mathieu et on se dit, c'est chez nous. On est vraiment en joie d'être ici. C'est vraiment un plaisir. Et comment on crée un chez-soi pour toi ? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à me dire qu'il faut rentrer par le projet. C'est quoi le projet ? Parce que moi, je serais incapable de faire une décoration, tu vois, d'aménagement purement déco. Je me souviens quand j'ai commencé dans des agences et que j'étais plus jeune, t'avais pas mal de projets où il fallait faire des shopping lists pour des personnes qui aménageaient des lieux. J'étais nulle à ça. Je suis incapable de te dire c'est quoi un joli canapé, c'est quoi un truc design, j'en sais rien. Moi, ma question, c'est quoi ton projet, c'est quoi ton scénario, tu vas y vivre pour quoi, avec qui, combien de temps. C'est un peu les mêmes questions que te font, tu sais, ces gestionnaires de patrimoine. Je sais pas si tu vois ces trucs un peu bizarres où ils te disent... J'en ai pas encore. Bientôt, tu vas voir. On te dit, vous vous voyez où dans 5 ans, vous voulez faire quoi de cet argent. Tu sais, ils te font projeter des scénarios. Et je trouve que c'est vraiment la même chose pour l'aménagement. C'est pas rentrer par des effets créatifs. C'est un peu ce qu'on se disait avec les tendances. En vrai, je saurais pas trop dire, même les grosses tendances du moment. J'essaye de couper ça. Mais c'est plus, c'était quoi le projet ? C'était quoi l'imaginaire ? C'était quoi la destination ? Où est-ce qu'on voulait aller avec ce projet aujourd'hui et dans plus longtemps ? Et on l'a pensé par ça, vraiment par ça. Donc, sur mesure pour vous, et c'est ça, créer son chez-soi, c'est un endroit qui répond aux besoins et aux attentes. Et vachement de fonctionnalité, tu vois, vachement de fonctionnalité. Et pour moi, la créa, elle vient après déverrouiller des problématiques de fonctionnalité, mais je serais incapable de rentrer purement par un élan créatif. Hein. C'est pas du tout mon schéma. Est-ce qu'il y a eu un coup dur sur cette rénovation, un moment pas cool ? Ouais, le bloc sanitaire là, qui est là. Coucou. Dit-elle en caressant le mur vert. Oui, parce qu'aujourd'hui on est copains. Mais on a eu ça a été une vraie difficulté. Au début, on nous annonçait que la douche serait encore plus petite. Aujourd'hui, tu vois, la douche, je pense qu'elle arrive ici, à peu près pour toi. On nous annonçait un bac qui était vraiment comme les bacs que tout petit, quoi. Vraiment... un mini bac à douche. Mini bac. Je pense que tu aurais même à peine pu te baisser pour ramasser ta savonnette, tu vois. Ça, c'était crispant. Les WC, ils passaient pas. Ouais, ici, ça a été beaucoup de tension. L'aménagement de ce bloc a été une vraie galère. Une vraie galère. Avec tous les tuyaux qu'il fallait respecter, les normes entre l'électricité et l'eau qui doivent être éloignées. Ça nous contraignait beaucoup jusqu'à ce que Mathieu craque cette idée de génie de venir réencastrer de la cuisine dans le sanitaire. Ça, personne n'y avait pensé. Ah oui, le placard, là. Ah ouais. Et c'est comme ça que ça nous a libéré le champ sur la cuisine. Parce qu'en fait, là, on n'avait pas d'unité de passage derrière toi, du coup. Parce qu'on manquait de rangement. Et c'est à ce moment-là où il a trouvé l'astuce de combler des trous qui étaient là à cause de la tripaille, qui se logeait d'une certaine façon et qui générait des vides. Et d'en refaire du rangement, ce qui allait relibérer des espaces dans la cuisine qu'on était en train de perdre, parce que au départ les étagères elles devaient dépasser, donc ça aurait tapé, tu vois. Ah oui. C'était vraiment très compliqué au début. Dans les premières propositions de la maître d'œuvre, il y avait pas de porte, il y avait un rideau, t'imagines. Ouais, pile ce que tu disais que tu ne voulais pas. Ah non, vraiment cata. Donc non, mais vraiment, en plus je pense que t'aurais eu le sentiment de camper. T'as quelqu'un qui va aux toilettes avec un rideau. Ouais. Moi, j'ai connu ça très très jeune, tu sais, avec ces portes accordéon en plastique. Oui, on a tous connu ça. C'est compliqué, ouais. Non. Bien isolant. Ouais, très isolant. Donc, ici, c'était très cristallisé sur des gros défis techniques. Le reste, beaucoup moins, mais là on s'est un peu arraché les cheveux. Ça a été quoi ton étape préférée ?
Mon étape préférée, moi j'ai adoré voir les volumes sortir de terre. J'étais wow, ça m'a fait. Donc ce bloc même quand c'était pas encore colorisé. Et la verrière apparaître. Quand on a découpé, donc ça découpait, ça y est les volumes, et qu'on naviguait et qu'on se sentait pas étouffé, je me suis dit c'est gagné, sachant qu'il y avait pas encore la couleur. Là, j'étais hyper enthousiaste. Voilà, quand les volumes sont sortis comme ça et c'était plus, tu sais, des bandes de scotch au sol. Ça, c'était un beau moment. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment avec le recul ? Qu'est-ce que je ferais différemment ? Ouais, je ferais peut-être différemment. Ça, c'est sur l'anticipation du budget. J'aurais fonctionné, j'aurais été plus claire sur mon enveloppe. C'est-à-dire ? J'avais une enveloppe prédéfinie qui a fini par faire x2. Je trouve que c'est beaucoup. Oui, ouais. Voilà. Et pourtant, tu vois, moi, je suis à mon compte, donc je parle qu'avec des pros tous les jours. Donc, je sais ce que c'est que la différence en hors taxe et TTC. Et en fait, ça m'a jamais été... C'est bête, hein, mais ça m'a jamais été précisé. Et j'ai réalisé après coup qu'on parlait que en hors taxe depuis le début. Okay. Et moi, j'avais tout visualisé en TTC. C'est un détail, mais... Attends, à la fin du devis, normalement, tu as des lignes... ouais, mais tu sais, tu fais des prévisionnels au début, c'est pas des devis, c'est que des prévisionnels, c'est des grosses masses. Et les grosses masses, c'est là-dessus que tu te dis, j'en ai pour tant ou tant, quoi. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui, je vais voir les artisans, j'ai dit, ma pocket, c'est ça. Et je vais pas rallonger. Et si je rallonge pas, c'est que j'enlève quelque chose et j'en ai conscience. Mais il n'y a pas des fonds cachés. Ça, vraiment, c'est quelque chose, maintenant, je le borde parce que... C'est le max. Voilà. Je préfère pas jouer sur un flou de... bon, en fait, je peux rallonger un peu. Non, je leur dis la vérité. Je leur dis, j'ai vraiment ça. Mais maintenant, il faut que tu me draftes un projet qui soit planché sur ça, quoi. Au plus haut, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose que je referai pas. Et je pense que c'est important aussi de clarifier les répartitions de rôles aussi en démarrage de chantier. Qui fait la partie exé, qui est la tête pensante sur la créa, parce que tout ça, c'est flou. Oui, parce que c'était quand même vous, là, beaucoup. On a fait la créa, on a fait les concepts, on a fait les shopping lists, on a fait tout l'agencement, et c'est beaucoup mon conjoint. La vérité, c'est que celui qui était très actif, c'était mon conjoint. Et je pense que c'est très sain de démarrer un chantier en clarifiant très clairement qui fait quoi, pour qu'il n'y ait pas, en fin de chantier, des reconsidérations avec parfois des sujets qui peuvent être de l'ordre un peu de l'ego. Ou, je pense que c'est des trucs, des fois, à tort, on ne les aborde pas tout de suite. Oui, la place de chacun, le rôle de chacun. Il faut se le dire tout de suite. Important. Est-ce qu'on se tape dans la main vraiment en se disant, moi je fais ça, j'ai tant de budget, go, pas go, et puis si c'est pas go, c'est pas grave. Mais si on avance, que les rôles on de est chacun soient clairs, et c'est vrai que ça, c'est pas évident. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je formalise vraiment très différemment. Donc, c'était le bel apprentissage de cet espace. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire ici comme travaux ? Isolation du plafond. Ça, c'est pas fait. Et comme on est sous les toits... Je croyais que tu disais que vous l'aviez fait sur des côtés, mais pas le plafond. Parce qu'on était trop court sur le budget, parce que comme on avait beaucoup dépassé, on a dû s'arrêter. Et oui, x2. x2. Donc, j'ai pas isolé, quoi. Et pourquoi x2 ? Attends, parce qu'il y a eu des rajouts. Après, tu sais, les chantiers, c'est quand même d'usage que ça déborde. Donc, j'ai eu ce classique-là, plus différence TVA versus TTC, 20%. Voilà, tu les as. Okay, Voilà. Et plus cette histoire de boîte à dodo, moi, c'était un prérequis et c'était pas à faire en année 2. C'était, je veux pas de projet s'il n'y a pas de chambre. Et c'était pas budgétisé au début ? Non. Voilà. Donc là, je me suis pris un bon x2. D'accord. Voilà ce qui a fait ça. Donc oui, isolation. Et puis, tu sais, il y a des évolutions de normes, surtout à Paris. Maintenant, il faut isoler. Et c'est des appartements, c'est des murs de cigarettes. Donc, il faudrait aussi isoler en façade. Donc, c'est un peu un sujet de copro. Mais il y a, je trouve, un gros sujet d'isolation. C'est quoi le chauffage ici ? C'est tout électrique. Il n'y avait rien ? Non. Le gars, il se chauffait pas quand il peignait ? Non, il se chauffait pas. Il se chauffait au soleil. Non, mais il se chauffait pas, non, en effet. D'accord. Et est-ce que tu peux nous partager le montant des travaux finales ? Oui. Avec ton plus 50% donc, là. J'avais une enveloppe de 25 000. Ok. Je trouvais que c'était bien pour un 22 mètres carrés. Et j'ai atterri mobilier inclus, donc il faut défalquer 4 500 à 50 000. Ok. Voilà. Maintenant que c'est fini, oui. Quel regard tu portes sur cette expérience de travaux ici ?
Très positive. Avec le recul, maintenant que j'ai connu d'autres chantiers, 3 mois montre en main, félicitations. Franchement, bravo les gars. Félicitations pour le chantier, félicitations pour le bébé. Ouais, et puis non mais vraiment félicitations aux gars. Même si c'est que 22 mètres carrés, comme ils avaient à se taper tous les trucs d'un grand classique, la plomberie, l'électricité, même les autorisations. On a eu des sujets d'urbanisme pour accorder l'électricité. Tout a été plié en 3 mois. Et puis ils sont tapés à descendre. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gravats ? Non, pas trop. Il n'y avait pas trop de démolition. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gravats ? Je veux dire, l'évacuation. Non, ouais. Quand on est au... C'est quoi, 5e étage ? On est au 4e, et t'as vu, ça pique quand t'arrives en haut. Donc oui, c'était pas facile quand même pour eux. Galère de se garer dans Paris. Ouais. C'était ça qui les sujets d'un chantier à Paris. Donc franchement, bravo. Non, là-dessus, hyper positif. Qu'est-ce que t'as appris, toi, avec ce chantier ? Peut-être ce que je te disais tout à l'heure, la phase de... Finalement, moi, j'étais très focalisée sur rendre la copie créative, le déroulé, le rétro-planning, et j'ai négligé la répartition des rôles. Voilà, quand on est soi-même créatif, c'est particulier d'interroger un architecte. De prendre un architecte, voilà. C'est sûr. Et tu vois, aujourd'hui, sur d'autres chantiers, c'est la première chose que j'ai dite. J'ai dit, on est 100% autonome sur la créa. Est-ce que vous voulez ce projet ? Parce que je comprendrai. Vous allez juste nous soutenir sur une autre dimension. Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise ? besoin d'un maître d'œuvre, en fait. Voilà, en fait, on a besoin d'un maître d'œuvre. On ne l'a pas bien compris au début. Et d'ailleurs, finalement, c'est des partenariats qui fonctionnent aussi très bien. Mais il faut l'accord et il faut que la personne en face ait ça en tête claire. C'est vrai qu'on n'a pas laissé il n'y avait pas de place, même la shopping list. Pour ces idées. Non, on a tout. C'était tout. plié. Tu vois, le jour du brief, on est arrivé. Et en fait, le projet était déjà tel que tu es aujourd'hui assise dans ce salon. Okay. Tu étais déjà assise dans ce salon le jour où je suis allée voir mon architecte. Tu vois. Donc, c'est très particulier tout de même. Oui. Donc, c'est quelque chose à clarifier immédiatement si vous êtes dans la même situation. Est-ce que tu peux me donner un mot ou 2 mots, si tu veux, pour décrire l'appart avant ? Quand vous l'avez acheté ? Ah, c'est particulier parce que tu vois, il y a des appartements où tu as envie de faire table rase. Tu vois un potentiel et tu n'as qu'une envie, c'est de nettoyer cette image et d'arriver tout de suite à la destination. Et moi, je suis tombée en amour de la précédente version. Ah ouais, incarnation. Je t'avoue que quand j'ai vu les photos, je me suis dit, moi, j'aurais eu du mal à toucher à cet endroit. Je comprends parce qu'il était très chargé et plutôt positivement. Ouais, mais très charmant et plein d'histoires et non, mais complètement. Désuet, mais à la fois intact, tu vois. Et tu dis, oh, ça doit être dur de dire, allez, hop. Ouais, complètement. Ah non, mais c'est ce que enfin, nous, quand on... C'est d'ailleurs ce qui a fait que moi, j'ai complètement flanché quand j'ai vu cette image sur ce loger. Je me suis dit, mais... Qui vit dans ça ? Enfin, tu vois, tu avais presque envie d'en savoir plus sur la personne. Vous l'avez jamais vu, le monsieur ? Non, on l'a jamais vu. Il vit plus à Paris, je crois. Et c'était vraiment... Tu rentrais dans un univers, tu vois. Puis moi, je me suis un peu inventé des trucs. J'étais là, tu crois... Souvent, je me mets à la fenêtre et je me dis, est-ce que tu crois qu'il s'asseyait là pour puiser un peu l'inspiration ? Qu'est-ce qu'il regardait ? Tu vois, des fois, j'essaye de voir quelle pouvait être sa focale ou quand j'ai des moments où moi-même, je dessine. Et c'est en hommage un peu à ce monsieur qu'on n'aura jamais croisé, qu'on a nous-mêmes recréé ici un mur qu'on commence à faire de tableaux. Avec les nôtres, voilà. Alors, il y en a moins Il y en a beaucoup moins. Il avait tellement plus de potentiel. Mais petit à petit, on est en train d'en rajouter. En même temps, il était recouvert avant. Ouais, donc c'était monumental. Mais c'est vrai que ça faisait une force dans l'appartement. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas tout à fait abouti. Ça, c'est un petit truc qui est encore en chantier. Ouais, bah, la déco, ça bouge, ça va, ça vient, ça évolue. Mais on adorerait remonter encore, tu vois, il était jusqu'au plafond, donc on voudrait en mettre. C'est pour ça qu'il y a un très gros tableau au-dessus de la cheminée. Ah, génial. C'est notre façon de lui faire un clin d'œil parce que franchement, il vit encore là. Carrément. Ouais. De toute façon, il est sur la cheminée. De toute façon, il est sur la cheminée, on peut pas l'oublier. Et puis, c'est rigolo aussi ce parallèle entre le fait que c'était un monsieur qui venait peindre et la couleur, la peinture que vous avez vachement intégrée à ce projet aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, j'adorais ça dans cette histoire. Donc, c'est vraiment un lieu... C'est pour ça qu'on s'y voit pour longtemps, parce qu'on se dit... oh là là, c'est peut-être... Enfin, il y a une espèce de continuité. Puis tu vois, je pense qu'on aura je sais pas, j'ai le sentiment que c'est un lieu où il va... qui va nous survivre. Une histoire, il y a quelque chose comme ça, au-delà de nous, voilà. Bah, je te confirme qu'il va vous survivre, a priori. Oui, non, mais t'as raison. Non, c'est mal dit. Mais dans le sens, tu sens que tu fais que y passer et qu'il a un peu sa propre autonomie ou sa propre vie. C'est un lieu qui vit déjà
Oui, qui a sa propre histoire. Oui, qui est quand même là depuis un moment et il va se passer d'autres trucs après nous et il y aura certainement une forme de continuité, je sais pas, ou de chemin en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais t'as raison, ça paraît logique, mais c'est pas évident de se le dire quand on vit dans un endroit, de se dire, bah oui, après nous, il se passera d'autres choses. Oui, c'est un lieu où tu sens que tu vis, c'est toi qui es arrivé, tu vois. Il t'invite. Il me tolère. Et alors, tu m'as toujours pas donné de mots pour le décrire, cet appart, avant. Ah oui, t'as raison. Un mot, la joie. Ah ouais. Ah non, mais la joie. Ouais, le souvenir de l'obtenir. Ouais, la joie de plein de choses. La joie de cette personne avant, la joie d'en être, la joie... J'ai vraiment le sentiment d'avoir de la chance. C'est une chance d'être ici. Voilà, donc la joie. Il y a vraiment une joie renouvelée à chaque fois que je reviens, chaque semaine, hein, mais je passe la porte et je suis là, ouh, c'est la maison. Et alors, si je te demande un mot pour le décrire aujourd'hui, tu vas me dire aussi la joie? J'aurais du mal à te le dire en un mot, j'aurais dit du néo-rustique, peut-être. Je trouve que ça le caractérise bien. Voilà, une espèce de rustique mariage, moderne. Néo-rustique, ça me paraît pas mal. Quel conseil t'aurais aimé recevoir, toi, quand tu t'es lancée dans les travaux et que tu aimerais partager aujourd'hui avec quelqu'un qui se lance dans une rénovation et qui écoute ce podcast? Tu vois, sur un autre projet de rénovation qu'on a maintenant, tu vois, aujourd'hui, on fait... en fait, on gère beaucoup le chantier avec, avant toute chose, un tableau Excel. Ouais. On a, sur cet appartement-là, on est beaucoup rentré par le mood board, la créa, le dessin, les croquis, les 3D. Voilà, donc le PowerPoint, là voilà. Aujourd'hui, on le gère presque comme on ferait de la chefferie de projet. Donc, moi, Excel, tu vois, c'est pas du tout mon univers. Bah ouais, mais c'est quand même magique. Hein. C'est magique. Et je me rends compte à quel point un projet comme ça, c'est avant tout, c'est quand même avant tout un budget. La maîtrise d'un budget. Parce que c'est lui qui rend possible ou qui fait complètement s'évanouir aussi un geste créatif. Donc, c'est vrai que nous, on rentre... Toutes les idées qu'on a, on les fait tout de suite se confronter au réel par on produit par qui, comment, est-ce que c'est du fait main, est-ce que c'est du standard, est-ce qu'on appelle un artisan d'exception, c'est encore une autre catégorie. Et ça, je l'ai pas fait sur cet appartement, je savais pas. Et aujourd'hui, je raisonne complètement différemment. Bah oui, en même temps, c'est l'expérience aussi, tu vois, voilà, faire x2 sur x2, tu vois, projet, ça laisse ça un te peu... vaccine ouais, et tu te dis, bon, la prochaine fois, on va faire ça, on va mettre en place des choses. Oui, puis en fait, tu te rends compte que après, il y a quand même pas mal de stratégies de contournement possibles à partir du moment où on sait qu'on est sur un blocage. Donc, autant très très vite être clair avec les gros éléments qu'on va avoir à contourner pour répartir les forces, qu'elles soient créatives ou financières. Et ça, moi, j'aime bien me dire que j'ai des réservoirs de créativité sur tel et tel chantier, enfin sur tel et tel moment du chantier, et que j'en ai plus du tout sur d'autres espaces, donc qu'il faut très très vite que je les sorte de mon esprit, parce que c'est pas là que ça va se passer. Ça me permet de savoir ce qu'il faut vraiment dessiner en force derrière. Et ça, je trouve que le tableau Excel, très pratico-pratique, redonne de l'élan créatif. Plutôt que de se dire, je vais un peu faire partout, ça va être un peu comme ci, comme ça. Non, en fait, il y a un moment donné, tu arrives dans une pièce, si tu veux pas être à zéro, parce que t'as plus une cacahuète, vaut mieux harmoniser tout de suite, surtout en se disant, j'aurai peut-être qu'une seule couleur et ça va donner une histoire ou un ton global, que d'aller très très fort sur une ou deux séquences et être à plat, complètement à plat sur le reste. Ouais, et ça vraiment, c'est cet appartement qui me l'a enseigné. Il y a une homogénéité avant tout, donc il faut garder la maîtrise du budget. Ça me paraît déterminant. Très bon conseil, je te confirme. Et dernière question, qu'est-ce que ça apporte la couleur dans un intérieur pour toi ? Moi, c'est fondamental. Partout où on vit, il y a de la couleur. J'ai jamais adhéré. Tu sais, il y avait une époque, il y avait cette mode du blanc, du beige, du scandinave, quelque chose comme ça de très, très doux, très délicat. C'est encore très répandu, hein. Ouais. Beaucoup de blanc. Moi, la première, j'aime beaucoup le blanc. Alors, tu vois, moi, beaucoup de blanc, je trouve que... Enfin, moi, j'adore les oppositions. C'est Soulage qui disait vous croyez que je parle du noir, en fait, je vous parle de lumière. J'adore ce genre de contraste. Et je trouve que la couleur, avec parcimonie, elle est super puissante. En tout cas, moi, c'est un langage qui m'apporte beaucoup.
Elle me permet de segmenter. Je trouve qu'elle est très fonctionnelle, la couleur. Elle est pratique, elle découpe. Elle permet de recréer des moments, de clarifier en fait des choses que tu fais parfois à l'instinct ou spontanément. Elle me sert à ça, plus qu'à de l'apparat. Et je trouve aussi que c'est un bon allié économique. C'est-à-dire tu vois, par exemple, à Marseille, nous, on a une cuisine entrée de gamme qui n'a comme tu aucune disais pour saveur. La Verrière. Voilà, mais elle a vraiment aucune saveur. Il se trouve que quand on a acheté l'appartement, elle était là et elle était flambante neuve. Ouais. Bon, on n'allait pas la casser. Écologiquement, c'était un non-sens, mais elle était vraiment très disgracieuse, tu vois, elle est terrible. On n'a pas sauvé le coup parce qu'elle existe, mais on a complètement rehaussé avec un énorme aplat de couleurs. Et je trouve que ça permet de contourner quand même ce sujet d'une cuisine qui est avant toute chose vilaine. Et là, je trouve que la couleur, ça reste un bon allié, un bon complice économique. Et en plus, c'est facile à faire. C'est un des rares trucs, tu vois, tout le monde peut faire. C'est un des trucs les plus accessibles dans les travaux. Exactement. La peinture. Donc tu vois, c'est en ça que moi j'aime bien jouer avec la couleur parce que ça va aller vite, ça va être efficace, c'est accessible à toutes les bourses. Et ça permet de dégager beaucoup de moments dans un lieu. Tu peux faire beaucoup de choses avec la couleur. Il y a aussi de la couleur, du coup, chez vous à Marseille ? Oui. C'est quoi comme couleur ? Écoute, tu vas avoir le sentiment que je te rejoue la même sérénade, mais il y a évidemment du bleu, du vert, un peu de rose. Il n'y a pas du tout de vert à Marseille. Mais à Marseille, il y a une vue sur les Tuiles. C'est l'ancienne ville. Donc, il y a tout un mur qui est couleur tuile. Okay. Voilà, parce que tu vois dans la perspective les tuiles, donc là aussi c'était en réponse à ce que je voyais dans l'environnement direct. Coucou Milan, les architectes de Milan. C'était vraiment un beau conseil, ça. Ouais. Et puis le bleu, la mer. Ouais, le bleu. Et il y a beaucoup de blanc à Marseille, ça te plairait parce que la Grèce, parce que le bassin méditerranéen, parce que c'est une toute autre histoire. Donc là-bas, c'est très très blanc. Mais j'aime aussi beaucoup la couleur. Mais chez moi, c'est vrai que j'ai tendance à aimer beaucoup le blanc. Sur les murs, en tout cas. Comment vous vivez aujourd'hui entre cet appartement ici à Paris et votre appartement à Marseille, du coup ? C'est différent, en fait. C'est deux lieux hyper différents, mais à la fois qui sont tous les deux votre chez vous. Ouais. Comment on vit entre deux endroits comme ça ? Écoute, dans les deux lieux, on a nos vêtements, genre nos courses. Tu vois, on se trimballe pas avec une valise. Enfin, d'accord. Une toute petite valise. Prends un petit sac. Non, tu prends ton sac, quoi. Je prends ton ordi, le livre que tu lis en ce moment. C'est ça. Un peu de rechange éventuellement si t'as une ou deux soirées particulières, mais j'ai tout ici, t'as des j'ai fringues, tout là-bas. Dans les deux. Les chaussures, on en a partout. C'est vraiment, c'est 2x2, c'est notre maison. Même pour notre bébé. Notre bébé, quand il se déplace, c'est pas avec tout notre bazar. Il a tout ici, tous ses jeux, il a tout son univers. C'est juste qu'il y a deux espaces, mais on n'est pas ici de passage. Paris, c'est pas le pied-à-terre où tu fais que venir une fois tous les 4 mois. On est là chaque semaine, c'est pleinement notre maison. Ce qui va changer, c'est que ici, on y est sur un moment d'intensité professionnelle bien souvent. Et c'est aussi le lieu où je peux redevenir célibataire avec mon mec. Parce que mon enfant est moins souvent ici qu'à Marseille. Parce qu'il y a de la famille à Marseille, c'est ça, qui peut le garder. Exactement. C'est génial. Ça, c'est chouette. Donc, Paris réussit sur cette histoire de garder deux maisons. Ça permet aussi de garder cette espèce de décloisonnement familial. Et moi, il y a un truc que j'adore aussi, c'est quand je viens seule. Bah oui, parce qu'on parlait quand même au début du fait qu'à la base... j'adore vivre seule. Vous voyez pas forcément parents et vous voyez plutôt vivre pas forcément ensemble, quoi. Donc il y a des moments où il y a eu un petit changement entre-temps, mais vous avez encore parfois ces moments existe encore. De liberté, de solitude. Ouais, exactement. De soirée, ou même parfois, volontairement, je me signale pas à mes amis parisiens pour me faire juste une soirée, quoi. Exactement. Et ça, c'est vrai que je chéris ça. Ouais. Ça, c'est chouette. Eh ben écoute, j'adore, c'est assez inspirant comme mode de vie et il y a aussi l'aspect psychologique, tu vois, d'avoir deux chez soi. Ouais, c'est vrai. Qui m'interroge beaucoup, mais qui est à la fois très riche, tu vois, de plein de choses et même de pouvoir aménager deux endroits, quel bonheur. Ouais. T'as plusieurs scénarios en fait, ça te permet d'avoir plusieurs scénarios. Et t'as aussi de la fatigue, hein. Il faut aussi le dire, c'est beaucoup de déplacements, ça conviendrait pas à tout le monde et franchement je le comprendrais. C'est une histoire d'état psychologique et puis souvent on se dit c'est notre état aujourd'hui, peut-être qu'un jour on se lassera. Est-ce que tu crois que ça durera toujours, enfin en tout cas quelques années? Est-ce que vous m'avancerai pas pour mon conjoint parce qu'il y a que lui qui peut répondre. Me concernant, je me pense assez frappée du mouvement
pour que ça me convienne longtemps. J'ai beaucoup déménagé dans mon enfance. Je pense que j'ai une 30aine de déménagements à mon actif. C'était assez pathologique chez nous. Et ça m'a donné le goût du tourbillon. Et j'ai un vrai sujet sur être figé, tu vois, donc j'ai un truc là-dessus. Donc moi aujourd'hui, en mouvement. Ouais, j'ai physique, tu vois. Et je me souviens quand j'ai démissionné, mon premier bonheur, ça a été parce que c'était cool ma vie professionnelle de salarié, mais moi j'avais besoin de bouger. Je me souviens, le plaisir que j'ai eu quand je suis passée indépendante, c'est de pouvoir avoir mon corps aussi qui était en mouvement. Tu vois, sur plusieurs projets, mais aussi me déplacer d'espace, aller dans des lieux différents, voir des collègues différents, c'était une grande joie. Et c'est ce que m'offrent pour le moment ces deux lieux. Donc, on verra à l'usage. Peut-être qu'un jour, il y aura de la fatigue qui prendra le dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, à titre personnel, moi, je pense qu'au contraire, ça m'appise. Ouais, d'accord. Je pense que je serais beaucoup plus insupportable si j'étais dans une maison. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Ça canalise en tout cas un besoin une forme de boulimie, en tout cas d'énergie, je crois. Alors, on va passer aux petites questions rapides de fin d'épisode. Est-ce que tu as un compte Instagram coup de cœur que tu aimes bien suivre et qui parle de travaux et de réno en ce moment ? J'adore le travail d'Alicia Luxem, qui est architecte d'intérieur et qui, elle dessine des gros espaces, des gros appartements. J'adore cette fille parce que j'aime son style, parce que c'est quelqu'un qui a eu une enfance... c'est la fille de gouvernant d'hôtels de luxe. Okay. Tu vois, donc c'est particulier. C'est quelqu'un qui a été très habitué du coup à certains environnements. Tu vois, en fait, l'hôtellerie, c'était sa maison. Et en fait, du coup, elle a une façon de dessiner les intérieurs qui a quelque chose... Moi, j'adore l'appeler en disant c'est Madame 5 étoiles. Elle a un truc, tu vois, dans de l'hyper détail, des finitions... et des choses très intemporelles. Okay. Pour le coup, elle est dans quelque chose pas du tout trendy. Elle est sur des choses de temps très long. J'aime beaucoup cette grâce. Il y a vraiment beaucoup de grâce et j'adore regarder ce qu'elle fait. Tu vois, elle fait des gros travaux sur les lacages. Tu vois, des finitions de bords de murs. Qui travaille les bords de murs ? Tu vois, j'adore ce truc-là. Et je la trouve très inspirante dans son imaginaire. Et elle, quand tu la pratiques, elle voit pas... elle trouve ça normal. Ouais, elle trouve ça normal, mais tout le monde n'a pas grandi dans des hôtels. Et ça teinte sa créativité de quelque chose que... Ah bah oui. Ouais, c'est très savoureux. Alors, j'ai 10 petites questions encore plus rapides pour toi. Maison ou appartement ? Appartement, sans hésiter. Je suis une malade du centre-ville, moi. Ah ouais. Ouais. Mais alors, bon, peut-être pas à Paris, ça c'est sûr, mais il y a des villes où tu peux avoir une maison en centre-ville. Marseille, t'as des maisons en centre-ville ? Non, c'est beaucoup à part. Oui, t'as raison, il y en a quelques-unes, mais quand même la dominante... C'est pas le même budget, hein, ouais, voilà, exactement. Non, dominante appartement. Non, j'aurais quand même... même... mais tu aimes aussi la vie d'appartement. Ah, mais j'adore. Voilà, je veux dire... non, mais moi, je avoir des voisins, moi, je trouve ça trop sympa aussi. Toi aussi la copro. Là, aujourd'hui, on est en maison, mais... Non, la copro, ça, je pense que c'est pas forcément la plus grande joie. Moi, ça me rassure, parce que je me dis qu'on est en groupe, en fait. Ouais, moi, j'aimais beaucoup aussi vivre en appartement. Archi ou maître d'œuvre ? Bah, maître d'œuvre, hein. Pour vous. Faire ou faire soi-même ? Ah, moi, faire. Sans hésiter. Ouais. Si je fais moi-même, c'est qu'en fait... il y a un problème. Exactement. C'est qu'il faut remplacer quelqu'un. C'est pas bon signe, j'ai plus de sous. Mais non, moi j'adore déléguer. Et si on peut faire, c'est des spécialités en plus. Tu vois. Oui. Donc non, sans hésiter. Et puis même, on parlait de la peinture tout à l'heure en disant que c'était le plus accessible. Oui. Il faut y passer attention, du temps, hein. Et puis si on veut que ce soit bien fait, il faut quand même bien bosser le truc. Hein. Non, tout à fait. Non, chacun son métier. C'est des métiers, on est d'accord. Parquet ou tomate ? Il n'y a pas de parquet ici, il n'y a que de la tomate. Ça, c'est une bonne question. Ici, il y a de la tomate, mais je te dirais parquet. Peinture ou papier peint ? Ah, peinture. T'es pas très papier peint ? Non, mais à tort, parce qu'il y a des beautés maintenant. Ouais. Donc... Il y a beaucoup de choses. Ouais, vraiment à tort. Mais j'aurais dit peinture pour la facilité de le poser, parce que je me suis amusée à poser quelques papiers peints. Là aussi, c'est quand même du boulot. Ancien ou contemporain ? Plutôt contemporain. Terrasse ou jardin ? Ah, terrasse, parce que ça va bien avec l'appartement. Oui. Finition parfaite ou esprit wabi-sabi ? Non, finition parfaite, toquée, psychorigide. Heureusement que c'est fini, ou à quand le prochain ? T'es déjà dans le prochain, si j'ai bien compris. Tu me poses une colle, mais si je suis honnête, je vais devoir te dire vivement le prochain, mais c'est bien aussi d'être chez soi. Heureusement que c'est fini quand on accouche, et que c'est fini à l'heure. À quand le prochain, parce que c'est cool, mais surtout que tu es déjà dans un projet de travaux là-dessus. On est dans un nouveau projet qui sera révélé cet été, ou à l'été indien, allez, c'est révélé, un peu de retour, j'adore. Un peu révélé. mais je pense que derrière
on va lever le pied. C'est énormément de travail, c'est beaucoup de travail en sous-marin, c'est des doubles journées, c'est magnifique. Là, t'es en plein chantier, en fait. Oui, on est en plein chantier, c'est des beaux projets. C'est pas Paris, hein. C'est pas Paris, ce sera plutôt au vert. On aura l'occasion d'en reparler. Plutôt au vert, ouais, pardon. Bon, qui aimerais-tu entendre sur ce podcast après toi ? Est-ce que j'ai le droit de redire Alicia Luxem ? Tu peux, sur un projet en particulier ? Ouais, je trouve qu'elle a eu quelques très beaux projets récemment, au cœur de Paris d'ailleurs. Et je pense qu'elle aurait des belles choses à dire. Ouais, donc je dirais Alicia Luxem, ne serait-ce que pour le plaisir de l'écouter. Parce qu'elle a aussi une sonorité, enfin, elle a tout un univers. Ça fait partie de ces gens qui s'ignorent un peu, je trouve, dans ce qu'ils amènent. Et voilà, donc je pense qu'elle pourrait être hyper intéressante. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Est-ce Anne. que tu as un petit mot de la fin à ajouter et est-ce que tu as peut-être un dernier conseil à partager pour terminer ? Mot de la fin, c'était une grande joie de t'avoir dans ce salon. J'ai passé un moment délicieux en ta compagnie. Et un petit conseil à rajouter, sans hésiter, il faut s'entourer. Tant qu'on peut, si on peut le payer, c'est vraiment un gain de temps, d'efficacité. Un peu comme on se disait juste avant, tout faire soi-même, ça n'existe pas. Et c'est des vrais métiers de professionnels qui ont des vraies expertises. On a tendance à se dire ça va coûter cher et tout. C'est faux, on a absolument besoin d'aide. Donc il faut appeler vraiment des corps de métier. Ah non, mais vraiment. Ça peut devenir infini de faire un chantier tout seul. Hein. Donc parfois on n'a pas le choix, mais si on peut développer une petite enveloppe, ne serait-ce que pour faire un pré-projet aussi parfois, hein, on peut vraiment déverrouiller des gros pièges et libérer, je pense, du plaisir au bout. Ouais, pour pas subir un chantier aussi. Ouais. Donc, t'as raison, ne pas faire son chantier dans la douleur. Ouais, je pense que c'est important. Eh bien, écoute, merci infiniment, Eki, d'avoir partagé avec nous ton expérience de travaux, ta vision de la rénovation, de la couleur. Trop intéressant. Et puis la belle histoire de cet appartement. On peut te suivre sur ton compte Insta. Oui, tout à fait. Eki Busquet, EKHIBUSQUET. Bravo. Merci. J'ai bossé. Et te faire des petits messages si on a des questions sur les travaux, ou des gentils mots à t'envoyer après avoir écouté l'épisode. C'est toujours sympa. Je réponds toujours. Pour le home tour complet de l'appart en photo, c'est comme d'habitude sur lechantierpodcast.fr. Sur le compte Insta, Le Chantier Podcast, vous trouverez toute la visite, des vidéos, des avant-après des travaux. Et qui écoute, je te souhaite une belle vie avec ta petite famille, dans ce joli petit cocon 100% coloré, parfaitement rénové, à votre image, entre Paris et Marseille aussi. Il faudrait que je vienne voir Marseille un jour. Avec plaisir. Il n'y a pas eu beaucoup de travaux, tu me disais. Non, il n'y a pas eu beaucoup de travaux. Pas de quoi faire tout à fait 2 heures d'épisode comme ici. Tu viendras sur le prochain projet, je pense. Ça va te plaire. Tu me tiens au courant. Avec plaisir. De la suite. Et merci d'avoir été le soleil de cette journée pluvieuse. Avec mon pull bleu. Assorti à la verrière. À la boîte à dodo. Exactement. À très vite. Merci encore. Merci Anne. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aidera pour vos projets travaux et que vous avez noté plein de bons conseils. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider très facilement en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça vous prend 10 secondes. C'est vraiment super rapide et ça m'aide énormément à faire connaître le chantier. Vous pouvez aussi tout simplement parler du podcast à un ami qui se lance dans des travaux et à qui il pourra peut-être être utile. Pour finir, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour recevoir les notifications lors de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles. Il y en a une centaine dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience, bonnes adresses pour vos projets. Rendez-vous aussi sur lechantierpodcast.fr pour visiter en photo les lieux des épisodes, découvrir les avant-après des travaux et faire le plein d'inspiration déco. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.